Chers amis, Brouchim Abay, notre cours hebdomadaire, qu'on remercie comme d'habitude Torah Box, Rav Avner qui nous met tout ça à disposition. Bezrat Hashem, que ça vous apporte à vous beaucoup de bracha, beaucoup de protection. Amen. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, pour changer, on ne va pas faire un cours de Moussa ou de Chidushi ou de pensée juive, etc. On va faire un cours de Halacha. Pourquoi Halacha? Parce que si, malheureusement, on n'a pas le mérite cette année, on va être obligé de vivre à nouveau Charbet, comme on dit en anglais, Tisha B'Av. Donc, je précise que ce shiur est donné à condition que le Mashiach ne vienne pas. Si le Mashiach vient, tout ce que je vous dis, vous le prenez, vous pouvez le mettre à la Gnisa, on n'en parle plus. Le shiur, on va l'enlever de YouTube, Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin de l'écouter. Vous savez qu'il y a des synagogues, chaque année à Tisha B'Av, ils hésitent, est-ce qu'ils doivent mettre les livres de Tisha B'Av à la Gnisa ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu les gardes, c'est quelque part, tu dis bon, l'année prochaine, il va se revoir, donc je vais les garder. Si tu les mets à la Gnisa, c'est une preuve qu'il y a une Mouna Shlema, qu'il y aura le Mashiach. Bon, Baltachrit ou pas, qu'est-ce qu'on fait en général? On les met dans un coin. On les met dans un coin, avec qu'on n'en ait pas besoin, avec qu'ils prennent la poussière, avec qu'on raconte aux enfants. Il y a des années, tu sais, à l'époque, on s'asseyait par terre et on lisait les keynotes et ci et ça. Alors, ça que je vous dis, si on n'a pas le mérite que le Mashiach vienne déjà tout de suite, immédiatement, au moins jusqu'à la fin de la semaine, alors on aura l'obligation donc de connaître et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pas uniquement donc comme je l'ai dit à Tisha B'Av, mais également la semaine qui est en train de venir, là, dans laquelle on se trouve déjà. Donc il y aura plusieurs aspects qu'on va aborder ensemble si Dieu veut. Je vais revoir avec vous très rapidement les halachot qui sont commencées depuis le 17 Tammuz, même si elles sont plus d'actualité parce qu'on a déjà avancé. C'est juste pour vous mettre en relief, si Dieu veut, les différences dans les périodes différentes qu'on est en train de passer jusqu'à Tisha B'Av. À nouveau, la semaine, veille de Shabbat, qui est très important parce que comme vous le savez, cette année Tisha B'Av tombe quand? Samedi soir, Motsai Shabbat. Et je précise, c'est très important de se rappeler de quelque chose. Même si Tisha B'Av a lieu samedi soir, ça ne veut pas dire que le jeûne a été repoussé. Absolument pas. Des fois, ça arrive que Tisha B'Av va tomber Shabbat. Or, on sait que le seul jeûne qu'on fait Shabbat, c'est quoi? Il y a fait Méod. Mais Tisha B'Av, qu'est-ce qui se passe? Il tombe Shabbat. On le décale. Mais donc, comme je l'avais dit rapidement la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand c'est le cas, c'est ce qu'on appelle un tzom d'achouille. Un jeûne repoussé. Donc, il y a beaucoup plus de coulottes, de choses qu'on va permettre du fait que le jeûne ne tombe pas à sa vraie date. Or là, ce n'est pas le cas. Tisha B'Av, sa vraie date, ça tombe samedi soir. Et je répète ce que je dis dans les shiurim précédents. Quand vous voulez savoir quand va avoir lieu malheureusement Tisha B'Av, quel est votre point de référence? Pessah. Le soir où est tombé Pessah, automatiquement la même année va avoir lieu Gam Tisha B'Av. Quand est-ce que ce Pessah a eu lieu cette année? Samedi soir. Vous vous souvenez où on avait fait un cours, le moti, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, la matzah? C'était samedi soir. Et rappelez-vous, messieurs, pour vous, c'est peut-être plus simple que pour vous, les dames, qui ne vont pas forcément à la synagogue le jour de Tisha B'Av, mais nous, les hommes, évidemment, qu'on y va. On passe pratiquement, j'ai envie de dire, la majorité du temps là-bas. Je vous rappelle, il n'y a rien à faire le jour de Tisha B'Av. Hein. Il n'y a rien à faire. Il faut avoir l'esprit dans la pourranou, dans la tristesse. Si quelqu'un y passe sa journée sur Netflix, il n'a rien compris à Tisha B'Av. Sachez-le. On ne se balade pas du jour de Tisha B'Av. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans la halachot, mais j'ai dit ça comme ça. Et nous, messieurs, qu'est-ce qu'on chante le soir de Tisha B'Av? Madou Abel El Pesach Lala. Vous connaissez un peu ces airs de Kinot ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? Le soir de Pessah, on demande quelle est la différence entre ce soir et les autres soirs. On dit pourquoi est-ce que le soir de Pessah, on s'assoit comme des rois et on mange, etc. et on est des hommes libres, et ce soir à Tisha B'Av, on est en train d'être triste et d'être par terre. Du fait qu'on fait donc le comparatif entre le soir de Pessah et le soir de Tisha B'Av, c'est également un sous-entendu pour nous rappeler que Pessah et Tisha B'Av tombent à chaque fois le même soir de la semaine. Ok? Top. Alors comme je le dis, on va commencer rapidement à rappeler ce qui se passe à partir du Yud Zayin Betamuz, même si on a déjà passé, je vais juste survoler avec vous rapidement. Rabotaï, vous savez qu'à partir du Yud Zayin Betamuz, donc du 7 Tammuz qu'on a passé il y a déjà une petite dizaine de jours, d'accord, même voire 2 semaines, et jusqu'à après Tisha B'Av, on est dans une période qui est très très mauvaise pour l'homme Israël. D'ailleurs, 3 semaines avant Tisha B'Av, on va commencer à lire dans le Shabbat à la synagogue ce qu'on appelle les Shalosh Haftarot des Puranuta. C'est les 3 Haftarot qui annoncent malheureusement, si Tisha B'Av a lieu, la punition. C'est les Névim qui font des prophéties, et si vous ne faites pas Teshuvah, il va se passer ça, il va se passer des choses graves. Et c'est une obligation de lire. Par exemple, on a eu le cas ce Shabbat, alors que c'était normalement Rosh Chodesh,
quand on a Shabbat des Rosh Chodesh, quelle Haftara on lit le jour du Shabbat? Pas celle de la semaine normale, celle de Rosh Chodesh. Or, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a lu la Haftara des Shabbatot qui précèdent Tisha B'Av, et on a simplement rajouté à la fin de la Haftara le premier et le dernier passouk de l'Haftar de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est mamash quelque chose où les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. On a jusqu'à Tisha B'Av, donc les 3 Haftarot de Puranuta, de punition, et ensuite on a les Sheva Haftarot des Nechamata, les 7 Haftarot qui vont suivre Tisha B'Av de consolation. 7 Haftarot, imaginez, quand est-ce qu'on lit la dernière? C'est ce qu'on appelle celle de Shuvah, celle qu'on va lire entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est la dernière Haftara, pour vous dire à quel point il faut prendre conscience que quand on arrive dans Tisha B'Av, la peine, la tristesse et la consolation, elle prend beaucoup de temps à passer, à être acceptée. Ok? Un truc très important, avant qu'on commence à la chôte. Au niveau du comportement, il faut savoir que ces jours dans lesquels on se trouve maintenant, ils sont très métouchim, ils sont très tendus au niveau du din, au niveau de la midat din sur le Ham Israël. Il y a une grande accusation dans le ciel sur le Ham Israël. Pourquoi? Elle dit, la Gemara, Kol mi shelo ro'eh bebinyan bet hamikdash keilu nichav miyamav. Chaque année, quand on assiste à Tisha B'Av et qu'on n'a pas eu le mérite de voir le temple reconstruit, c'est comme si on avait perdu le temple. Cette année-là, sous nos yeux, il est en train maintenant, chas v'shalom, d'être détruit, d'être profané et d'être brûlé. Vous imaginez la gravité. C'est-à-dire que le Mamash Amidatadin, elle est très dure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis, que le Yetzer Hara et les Amidatadin, ils sont en train maintenant d'essayer de faire monter la mayonnaise au maximum. Ils sont en train de créer des tensions entre les gens. C'est le Yetzer Hara. Ils sont en train d'essayer de créer des conflits, des embrouilles, des rancœurs, des rancunes. Ah, tiens, comme il t'a parlé, il ne lui pardonne pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire, oh, bon, c'est pas grave, il n'a pas fait exprès, j'ai pas fait, ça a pu m'arriver. Dans ces semaines-là, faites attention, on est plus chaud que d'habitude. Pourquoi? Le Yetzer Hara Rabota, il est plus intelligent que vous et que moi. Dans quel mois on vient de rentrer maintenant? Le mois de Av. Il dit Srazal, Av, Rachetevot, Elul, Ba. Elul arrive. Nous, on est là, Av, mois d'août. On sait, allez, Tcharbeb va passer, dans quel hôtel je vais aller, dans quelle destination je vais kiffer, quel resto je vais me faire après Tcharbeb de viande pour me venger des 10 jours dans lesquels je n'ai pas mangé de viande. On a la tête dans les vacances. On a dit, t'as rien compris, toi. Av, ça veut dire allô, Coco, fais attention, on recommence à redescendre, prépare-toi. Il y a Elul qui arrive. Shofar, Slichot, Ben Adam, Alechan Irdam, Kumkira Bet Achanounim, il y a Rosh Hashanah et Kippour. Maintenant, nous, on est bêtes. Mais qui ne l'est pas, c'est Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'essayer de faire un maximum comme ça, de gonfler le mauvais dossier de chacun. Il gonfle, comme ça il arrive Rosh Hashanah, tu avais tout ce que j'ai amassé sur la personne et ça c'est à peine en un mois et demi. Il se sert de cette période où il y a Migdatadin pour nous montrer les uns contre les autres. Donc rapportez, faire attention, évitons les disputes, évitons les rancœurs, c'est important. Même je veux dire au niveau de la halakha, et même dans l'éducation, mes amis, je sais qu'en général, souvent on l'a dit déjà, vous savez que dans l'éducation on évite de frapper les enfants, n'est-ce pas? D'accord. Il faut tout le temps éviter. Sachez que pendant la période dans laquelle on est maintenant, il faut redoubler d'attention encore plus. Tout le monde doit essayer au maximum de ne pas lever la main sur qui que ce soit. Pourquoi? Chas v'shalom, un mauvais coup, c'est très vite parti. Pour les enfants. Pour les enfants, bien sûr, les adultes, j'en parle même pas. Je pense pas que j'ai besoin de préciser. Rabotaï, chas v'shalom, un mauvais coup, c'est très vite mal parti. Mais j'ai pas, il a bougé la tête, etc. Machin. On va donner un exemple, moi, pour vous dire ce que c'est Midatadin. Hier, j'étais avec ma fille, on a fêté l'anniversaire d'un enfant, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on met aux enfants qu'un anniversaire? Les petits chapeaux, n'est-ce pas, pour marquer le coup. Ma fille est venue me voir pour me montrer quelque chose, elle s'est approchée de moi. Ça a duré 2 secondes. La pointe de son chapeau d'anniversaire, elle m'est rentrée dans l'œil. Tac! De ma vie, ça m'est jamais arrivé. Je me suis levé, je suis parti en Europe, Baruch Hashem, rien de grave, je vous rassure. Mais c'est arrivé quand? Voilà, à partir, voilà. Là, on est à la veille du Tisha B'Av, il faut faire très attention. Alors imaginez ça, c'est un enfant, il n'a pas fait exprès. Imaginez un adulte qui s'énerve, qui perd patience, qui commence à mettre une gifle. Jamais il la reçoit mal, il a tourné la tête, tu ne sais pas où ça peut frapper. Je ne parle même pas des adultes évidemment. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'on évite maintenant la plage, etc. Rabotaï, les piscines. Ok, alors encore une fois, il y a une différence halakhiquement entre les piscines et la plage. La plage, évidemment, c'est beaucoup plus dangereux que la piscine. Il y a des vagues, on peut se faire, il y a des vagues, on peut se faire emporter, etc. Une piscine, ça stagne, mais quand même, on ne laisse pas un enfant sur surveillance. On lui met des brassards, on lui met des bouées. Ok, si on peut éviter, on évite. Ok, quelqu'un il veut absolument aller à la plage pour faire mikvé ou quoi. Ok, mais fais attention, tu vois là où tu as pied, tu te baisses un petit peu. Je répète, il faut faire vraiment attention. Et j'ai entendu un rave qui disait que selon les statistiques, il paraîtrait que le plus d'accidents de voiture, de noyades, ça arrive dans cette période-là.
La majorité des accidents sur l'année, ça arrive dans la période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Donc, Rabotai, s'il vous plaît, il faut absolument redoubler d'attention. Alors, rentrons dans le vif des sujets. Au niveau des halachot, mes amis, comme vous le savez, à partir de 17 Tammuz et jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, on ne pourra pas écouter de musique avec ce qu'on appelle des klenigina, avec des instruments. Pourquoi je précise? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la musique a cappella. Ouais, vous savez ce que c'est? Ou en hébreu, on dit ça shirim vokalim, c'est-à-dire que vous avez des gens qui remplacent le son des instruments avec leur bouche. Tu as l'impression qu'il y a une guitare ou une batterie, mais si tu regardes la vidéo, il n'y a personne qui joue que ça. C'est les gens avec leur bouche qui sont capables d'imiter les instruments. Est-ce que ça c'est interdit? Non. Ça fait à peu près le même effet. Pourtant, elle nous et là, chez Gazou Khamim. Et elle dit à la fin, il ne faut se tenir uniquement à ce que Khamim ont fait des xérotes. Ça on a interdit, ça on n'a pas interdit. Vous avez compris? Donc si vous avez envie d'écouter une musique, d'accord, et vous tapez sur YouTube ou sur n'importe quoi, je vous dis une bêtise maintenant, chanson de Ishaï Ribo, vocali, a cappella, vous avez le droit d'écouter ça. Ce que vous n'avez pas le droit d'écouter par contre, ce sont les instruments. D'accord? Premièrement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire non plus? On ne peut pas faire également de repas avec de la musique, et avec des danses. Shirim verikudim gazbou chachamim. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre maintenant ici à cappella et commencer à danser ensemble. Vous avez compris? Ce sont deux choses différentes. On peut écouter une certaine sorte de musique que je vais vous expliquer maintenant. On ne peut pas danser pendant cette période. D'accord? Quels sont les cas où on peut, oui, écouter de la musique normalement, avec un orchestre, avec des instruments, et même danser, uniquement pendant des événements de mitzvah, c'est-à-dire Brit Mila, Pidyon Ben, Bar Mitzvah, mariage, bon à partir de Rosh Chodesh on fait plus de mariage, on va arriver, etc. Je parle Baklali, ça c'est ton truc. Ou bien même Sioum Masechet. Shabbat? Non, pas du tout. Ça c'est Onek Shabbat, mais tu peux pas maintenant ni mettre de la musique ni te mettre à danser. Ok? S'ils veulent danser, il y a un Shabbat? Non, Shabbat on n'autorise pas non plus. Peut-être je peux revérifier, mais j'ai pas vu que Shabbat Moutar l'Irkot Ben Amitzari. Ok? Mais tu sais quoi, c'est un truc qui a l'air intéressant, mais j'ai pas vu ça. D'accord? Si on macérait également, mes amis, une personne qui termine un traité de Gemara, ça s'appelle une Seudat Mitzvah, l'école d'Avar. On peut manger de la viande, ok? Bon, ça, encore une fois, on va arriver au fur et à mesure. On peut mettre de la musique, etc. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des smachot. Une question intéressante. On a dit qu'une Brit Mila, ça s'appelle une Seudat Mitzvah. Alors, sachez qu'il y a une différence entre, par exemple, une Bar Mitzvah et une Brit Mila. Je vais expliquer. Normalement, une Brit Mila, classique, ouais, un bébé est né, s'il n'y a pas de complications, 8 jours après, c'est le jour normal de la Brit Mila, on va la faire. Il y a fait. La Brit Mila, si elle tombe dans son temps, ça s'appelle Brit Mila Bismana, c'est super. Mais il y a ce qu'on appelle aussi également une Brit Mila qui n'est pas Bismana. Une Brit Mila qui n'est pas dans son temps. Ça veut dire, par exemple, le bébé, il a eu la jaunisse. Et quel est normalement le jour normal d'une Brit Mila? C'est 8 jours après la naissance. Non, s'il a eu la jaunisse, on va faire au 9e, 10e, 11e, ça s'appelle Brit Mila Bechouya. Une Brit Mila repoussée. Là, la et mes amis, que même si la Brit Mila, elle a été repoussée, on peut faire exactement tout ce qu'on aurait vu dans une Brit Mila normale. On peut écouter de la musique, faire venir un orchestre et faire des danses, etc. Pourquoi? Parce que on l'a repoussée, pas parce qu'on s'est amusé, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais le jour où tu fais dans la Brit Mila, c'est le jour où tu peux la faire. Donc, ça s'appelle la même chose. Par contre, très grande différence avec une Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, où le gosse, vraiment maintenant, je parle évidemment selon le calendrier hébraïque, pas le calendrier de nos amis français. Où sa bar mitzvah, elle va tomber pendant les yamim de Ben Hametzarim, donc entre Yudzaïn Betamuz, 17 Tammuz et Tisha B'Av. Si c'est la vraie date de sa bar mitzvah hébraïque, on peut faire exactement tout ce qu'on veut, faire des danses, faire venir un orchestre, instrument, tout ce qu'on voulait. Par contre, et là c'est la différence avec la Brit Mila, si la bar mitzvah elle a été décalée, retardée ou avancée, d'accord, interdiction formelle de faire des smachot avec des musiques et avec des chants et avec des danses. Pourquoi? Parce que c'est pas sa date. Alors malheureusement, ça arrive très souvent que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils disent voilà, bonjour, écoutez, la bar mitzvah, machin, tout ça, et je m'intéresse. C'est quand est-ce qu'il est bar mitzvah? Il a déjà été bar mitzvah il y a un mois, mais comme c'était les vacances et les personnes, tout le monde était en voyage, donc du coup, on va faire la bar mitzvah qu'à la rentrée. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Après tout, on s'en fout. C'est quoi l'essentiel? C'est qu'il s'était fini le jour même, il est bar mitzvah, il devient chayav des mitzvot. Maintenant, la fiesta, machin, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus indigne du tout de Seudat Mitzvah. Donc, je répète, tout ce qui est autorisé à faire, entre guillemets, le hors-piste, qu'on peut écouter de la musique ou des instruments, c'est uniquement pendant une Seudat Mitzvah ou certaines mitzvot bismanam.
à part comme on a dit la Brit Mila. Sinon, on n'a pas ces hétérim. Et donc évidemment, pareil, si des fois il y en a, j'ai déjà vu ça, il y a des fois des gens qui avancent la bar mitzvah. Je ne parle même pas qu'avant, dans l'ancienne un peu génération, au Maroc, etc., carrément, et quelqu'un un jour m'a dit, mais tu sais que mon grand frère et moi, on a fêté la bar mitzvah le même jour. Ah oui, vous avez un frère comme ça, madame. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils n'avaient pas de moyens. Les gens, il y avait beaucoup de choses. Ils disent, écoute, nous, on n'a pas besoin de faire 2 fêtes et 2 trucs, etc. Toi, tu as 13 ans, toi, tu as 12 ans, allez hop, c'est kiff-kiff, vous faites la bar mitzvah en même temps. Donc, carrément, c'était avancé. D'accord? Est-ce qu'à votre avis, on peut considérer ça comme une vraie bar mitzvah? Alors, pour un des deux, oui. Mais pour le deuxième, absolument pas. D'accord? Il y a des jours. C'est leur vraie date. Leur date en même temps. Bah oui, mais c'est leur vraie date. Je parle des frères qu'on a avancé ou qu'on décalé. Non, l'heure, ça change rien, c'est le jour. Par contre, la question, elle peut être intéressante si, par exemple, des jumeaux, ils vont d'être un avant le coucher du soleil et l'autre à la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, on aura 2 jours différents. D'accord? Il y avait beaucoup de choses en France où les gens ne faisaient pas forcément la thèse, ils faisaient un lundi ou un jeudi. Oui. Ils mettaient pas, ça peut être le jour. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pas sur le jour. Moi, alors, par exemple, un exemple personnel. Pareil, nous, par exemple, on voulait faire l'invitation avec tout le monde, la montée à la Torah, les photographes, etc. Maintenant, si je me trompe pas si c'était moi ou mon grand frère, il y a un des deux, ça tombe pas forcément un lundi ou un jeudi, n'est-ce pas? Ça peut être un dimanche, un mercredi, un vendredi, tu peux pas savoir. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que nous, on a fait les choses bien. On est parti à la synagogue le vrai jour, avec les téphilines, d'accord? On prend le talit. Alors, un truc intéressant, Rabotaï, juste comme ça, je parlais ça avec ma Rabota au collège aujourd'hui. Un bar mitzvah, quand il met ses téphilines, qu'est-ce qu'il doit faire vraiment la première fois qu'il fait quelque chose? La bracha de Shechianu. On va y toucher si Dieu veut également pendant les halachot. On ne fait pas Shechianu sur les téphilines. Non. Sur tel Sur le talit, oui, mais pas sur les téphilines. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est du cuir. Et alors, c'est du cuir? C'est comme les chaussures. Comme les chaussures. Qui a dit animal? Alors quoi si c'est un animal? On faisait sacrifice avant. Non, pas que c'est un sacrifice. Vous avez commencé à toucher à la réponse. C'est quoi? C'est que du fait qu'on a dû faire ici, quelque part, même si c'est une mitzvah, attention la shechita, mais puisqu'on a pris une neshama pour ça, on a fait une shrita, etc. Ensuite, on va utiliser ça pour le cuir, pour faire des tefilines. Sur ça, on ne fait pas chez Rian. Donc, qu'est-ce qu'il fait le bar mitzvah? Il va prendre son talit, qui est censé normalement être nouveau, et au moment, c'est comme un khatan. Le jour le khatan, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il se marie. Il va faire chez Rianou sur le moment qu'il est en train de vivre, n'est-ce pas? Il se marie, Kala, Isha Khadasha, tout est nouveau, le costard est nouveau, tout est nouveau. Il prend le talit qui est censé être nouveau, qui était offert par madame, n'est-ce pas? Et vous savez, une ségoula pour les célibataires, je parle pour les dames qui n'arrivent pas à trouver un mazal, c'est bien d'acheter un talit. Un talit pour son futur khatan, c'est une ségoula pour approcher le mariage. Alors, c'est ça qu'on dit aux dames, si tu veux qu'il soit grand, tu vas au vendeur, tu lui dis tu me donnes pour un mec qui fait au moins un bon 1m85. Mais si tu prends un talit de nain, il risque que tu vas le chercher quand il va arriver à la date, d'accord? Ok? Donc le khatan ou le bar mitzvah, qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Il prend son talit, l'itatev betetzit, chez Rianou, et comme ça il est poter tout ce qu'il a sur lui, le costume, etc. On ne fera pas chez Rianou sur les téfilines. Ok. Ah, Oui, je vous en prie. il y a quelque chose qui se passe très souvent, c'est Oui. que la personne qui est divorcée, Oui. en fait, le dernier télé qu'il a porté, c'est le télé quand on s'est marié. D'accord. Alors, est-ce que il vaut mieux finir avec Avec ce mariage, j'ai commencé avec un nouveau. Non, Regardez, je vais vous Une dire, fois que c'est fini, Oui. alors si tu restes 10 ans célibataire. célibataire, tu portes le télé de ton précédent mariage. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois beaucoup, et aussi Boulotte et à plein de choses, je ne crois pas aux superstitions. Ça veut dire que de porter le talit d'un mariage, j'ai jamais vu nulle part. Après, encore une fois, je ne peux pas dire que je connais tout les halachot et tout ce qui est ramené et tout ce qui est truc. Je n'ai jamais vu, ni entendu pour l'instant à mon âge, quelqu'un qui me dit écoute, une personne qui divorce, il faut absolument qu'il se détache de son talit parce que ça va lui porter la poisse. Non, ça reste un talit de mitzvah. Tu mets le talit, c'est symbolique. Tu l'as mis le jour de ton mariage, ça ne veut pas dire que ça te colle à la peau. Maintenant, évidemment, demain tu te remaries, ta femme elle va t'acheter un talit. Tu changes de talit, il va coller BCDR. Mais je ne pense pas que si vous le gardez, que c'est un simanra. La mitzvah, c'est quoi? Faut pas oublier, à la base, la mitzvah, c'est quoi du talit? C'est de mettre un nadi à 4 coins, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est impossible que de mettre une mitzvah Chadashem, ça va vous porter malheur. Ok? Donc, on revient à ce qu'on disait. Donc, on a vu les chansons. Maintenant, les mariages. Encore une fois, je passe rapidement parce que maintenant, c'est plus d'actualité vu qu'on a passé Rosh Chodesh. Les mariages, en tout cas, les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de plus se marier à partir du 17 Tammuz, jusqu'à après Tisha B'Av. Nous, les Sfaradim, vous allez voir des différences un petit peu. Je n'aurai peut-être pas le temps de ramener toutes les différences Ashkenaz Sfarad. Je suis un Rav Sefarad, donc je vous fais d'Alachot Sefarad. Je pense qu'ici,
à pratiquement 100% ou à 99,9%, vous êtes séfarades. Donc, ok, essentiellement, je vous parle des halakhot séfarades. Nous, les séfaradim, on a l'habitude, normalement, de fêter des mariages, même si on passe Yud Zayin Betamouz, jusqu'à Rosh Chodesh Av. On a le droit de se marier. À partir de Rosh Chodesh Av, même nous, on arrête les mariages jusqu'à après Tisha B'Av. Là, on sachez une chose, même pour les Ashkenazim, après encore une fois, évidemment, chacun va demander à son rave, etc. Mais vous regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous prenez des jeunes gens, pas forcément des jeunes gens, qui n'ont pas forcément Shomrei Negiya, c'est-à-dire qui ne comprennent pas qu'un garçon ne peut pas toucher une fille tant que ce n'est pas sa femme. Et vous le savez très bien, même quand un couple est marié, il y a des moments où je peux toucher ma femme, des moments où je ne peux même pas toucher ma femme. Il y a même des fois où je ne peux même pas lui tendre une assiette ou un verre d'eau. D'accord? Il y a fait. Donc, quand on voit qu'il y a un couple, on dit voilà, maintenant on rentre dans Chodesh Tammuz, on parle donc d'un couple ashkénaze. Et on sait très bien que plus on les laisse traîner, et plus ça commence à partir en sucette l'histoire, et ça se touche, et ça peut aller de plus en plus loin. Donc là, tu es marché l'otam, là tu es en train de les faire fauter. Sachez que c'est mieux de les marier après le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, au moins tu évites les avérotes. Ils sont mariés, ça y est, c'est terminé. Donc ne pas traîner. D'accord? Ça c'est mieux. Encore une fois, chacun, je ne dis pas maintenant que je vais vous obliger à faire quoi que ce soit. Les Ashkenazim, vous allez demander à leur Rav, mais en général, il faut comprendre. Il y a une question de minhag, il y a une question de Isurim de Raïta. Donc quand vous mettez sur la balance, en général, le choix Rabotai, il est rapidement fait. Est-ce que c'est clair? On peut continuer? Ok. Encore une fois, ça je passe certaines choses qui sont plus maintenant Shayar, vu qu'on est déjà dans Rosh Chodesh Av. Maintenant, un truc important. Bracha, mes amis, de chez Echianou. Donc on parlait tout à l'heure Bracha chez Echianou pour le mariage. Vous savez qu'il y a d'autres moments à part le mariage, ou la bar mitzvah qu'on va faire chez Echianou. Quoi, par exemple, quand on va acheter un nouvel habit, un costume par exemple. Ok? Et derrière Hagav, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, la même raison pour laquelle on ne fera pas chez Echianou sur le téfilin, on ne fera pas également chez Echianou sur les chaussures en cuir. Ah oui, pareil, on a pris un animal, etc. On a pris la peau, on a fait souffrir un animal, on ne fait pas chez Echianou, c'est des chaussures en cuir. Par contre, je m'achète demain un beau costume. Ok? Un beau costume, il me plaît, etc. Machin. Quand je le mets, qu'est-ce que je fais? Chez Riel, ou pourquoi? Parce que c'est une nana, c'est un vrai kiff. Tu as acheté le costume, en plus en ça, si tu as fait une belle affaire dessus, tu es parti chez le retoucheur, il t'a bien recintré comme tienne, comme ça, la mode, pantalon 3/4, pas 3/4, 1 centimètre au-dessus de la chaussure ou pas. Bon, tu t'es cassé la tête, tu l'as rendu folle la retoucheuse, 3 fois elle t'a refait le pantalon. Ça arrive, tu te mets, tu te sens le plus beau du monde. Tu kiffes. Tu vas à la synagogue, les gens ils sentent qu'il y a un truc qui est différent. D'ailleurs, en général, je ne sais pas si vous remarquez, enfin, pour vous, je parle pour les hommes, les dames, j'imagine c'est la même chose. Quand vous débarquez avec un nouvel habit, ça se ressent. Les gens, ils viennent te voir, c'est nouveau. Ah, il est beau, hein. Pourquoi? Bon, déjà, évidemment, la couleur, elle est belle, elle est intacte, elle est brillante, mais tu marches différemment, tu te comportes différemment, ok? Donc, mes amis, bracha de chez Echianou, dans le Minagilé, depuis Yud Zayin Betamouz et jusqu'à après Tisha B'Av, on ne fait pas de bracha de chez Echianou. Il y a autre chose sur laquelle on doit faire des fois chez Echianou, c'est quoi, mes amis? C'est pas quelque chose qui se porte, c'est quoi? Des fruits. Bravo. Un fruit. Vous êtes en début de saison. Là, je crois qu'en ce moment, je crois que c'est le litchi peut-être qui vient de sortir, je ne sais pas. À partir de Yud Zayin Betamouz et normalement jusqu'après Tisha B'Av, on ne fait pas la bracha de chez Echianou. Maintenant, écoutez bien. Regardez, c'est important ce que je vais vous dire. Moi, la fois, je suis en train de vous donner maintenant, ils sont très bien passés sur ce livre-là. Ok, je le montre également exprès à la caméra. C'est un rav qui s'appelle le Rav Naki, très très grand ami de Chacham, et la majorité de ses psakim, ils sont basés sur les psakim du Rav Ovadia Yosef. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai préparé les shiur avec ce livre qui est incroyable, de Halachot. J'ai écouté pas mal d'heures de shiurim sur YouTube de plusieurs rabbanim très respectables de Halacha. J'ai même parlé avec mon rav de la Keila. Je peux vous dire qu'à chaque fois, il y a plusieurs avis. Donc si je vous dis certaines choses, oui, mais non, mes trucs, machin, je vous répète. Il y a certaines halachot qui ne sont pas figées, qui ne sont pas coulées dans le béton. Personne ne vous dira que tu peux allumer la lumière pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a des nuances sur certaines choses. Ça, je vous dis. Moi, ce que je vous dis maintenant, Yesh al Milisfor. Celui qui a l'habitude de faire différemment, et je répète, ça veut dire quoi qu'il a l'habitude de faire différemment? Pas qu'il fait n'importe quoi. Pas qu'il fait ce qu'il pense. Pas qu'il fait ce qu'il croit qui est vrai. Il a son rave, il y a des halachot. Il va dire, lui, il dit, moi, je suis le Ben Ishraï. Lui, dit, moi, je suis le Rav Betzion Abba Shaoul. Des fois, il peut avoir des changements. Donc, faites comme ça. Moi, la faute que je vous donne, essentiellement, ce sont les psakim que je vous ai montrés. Pourquoi je vous dis ça? On va voir des différences, par exemple, sur chez Echianou. Normalement, il ne faut pas faire comme on a dit chez Echianou à partir du 7 Tammuz et jusqu'à après Tisha B'Av. Sauf que, il y a une différence, par exemple, entre Ashkenazim et Sfaradim. Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh, c'est sûr qu'eux, ils ne font plus rien. En Malé d'Aber, tu ne parles pas ni Shabbat, ni quoi que ce soit. Nous, les Sfaradim, même jusqu'à après Rosh Chodesh Av,
on l'autorise à faire Shehrianou dans certains cas. Les habits, on autorise à faire Shehrianou sur un nouveau costume jusqu'à Rosh Chodesh Av sans problème. Dirvot Shabbat. Si tu as un nouveau costume, que tu as acheté avant, après on va parler d'acheter les habits, etc. Tu as un nouveau costume et tu veux absolument le mettre maintenant. On l'autorise de le mettre jusqu'à Rosh Chodesh Av et tu feras la bracha de Shehrianou, l'Irvot Shabbat, ça peut passer. Et pareil, Rabotai, pour les fruits. Quelqu'un qui veut être Mechadesh maintenant, un fruit, il a trouvé des litchis en magasin, on ne fait pas Shehrianou dans la semaine, on attendra Shabbat pour faire Shehrianou dessus. D'accord? Passer Rosh Chodesh Av. Pour les Ashkenazim, c'est sûr qu'une manée d'Aber, on ne le fera pas à Shehrianou ni Shabbat. Moi, c'est ce que j'ai vu dans certains poskim. Par exemple, moi, le Rav d'Alakha qui j'ai parlé, il m'a dit j'ai pas vu de différence Ashkenaz séparé. Ok? Je lui dis, lui, il dit que quoi, Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, Ashkenazim, ils peuvent plus faire Shehrianou, même pas Shabbat, ni habits, ni fruits. Le Rav Naki dit la chose suivante ensuite. Il dit par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, pour les Sfaradim, on pourra continuer à faire Shehrianou sur un fruit uniquement, Irvot Shabbat. Mais pas sur un habit. Pas sur un habit. Alors maintenant, est-ce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est assourd? Non. Il dit pour les Sfaradim, Adif, c'est mieux de ne plus faire Shehrianou sur des habits à partir de Rosh Chodesh. Si vraiment tu veux le mettre, etc., il n'est pas vraiment fermé sur cette idée, mais vous avez compris, Rabotai. Faites-vous plaisir, rendez-vous un service. Surtout que Rosh Chodesh était déjà Shabbat dernier. Il vous reste une semaine à tirer, Shabbat c'est veille de Tisha B'Av. Retenez-vous, d'accord? C'est les minhagim Israël, c'est important, donc ne faites pas les relous à ce niveau-là. C'est clair, on peut continuer ou il y a des questions? On continue. Il y a des petites exceptions sur ce que je viens de vous dire. Par exemple, les amis, une femme enceinte qui a très envie d'un fruit maintenant. Maintenant, on sait que c'est un fruit sur lequel on doit faire Shehrianou. Si c'est Shabbat, pas de problème, elle prend son fruit, Shehrianou, les briout. C'est pas Shabbat. Et elle dit à son mari, et pire, le pire c'est quoi? C'est qu'elle a une envie à 23h. Toi, tu es KO ta journée, tu es claqué, tu es en train de voir les étoiles et tu commences déjà à rencontrer Morphée de très loin, tu le vois arriver. Et là, elle te dit, chérie, j'ai envie d'un litchi. Il est 23h. Toi, tu pries pour qu'elle s'endorme avec cette idée, mais elle ne va pas s'endormir tant qu'elle n'aura pas son litchi. Vous connaissez le délire ou pas? Des fois, on voit une glace McDom, il est minuit. Alors, un bon mari, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va se lever, et il va fermer sa bouche, et il va s'habiller, et il va mettre ses tongs, et il va sortir, il va acheter le McDom, et il revient, il lui donne, et il s'endort. Je pense que même pendant qu'il est en train de marcher, il dort encore. D'accord? Mais il doit le faire. Maintenant, mes amis, si vous ne voulez pas que votre fils il sorte avec une trace de litchi sur le front, ou d'ananas, vous avez intérêt d'aller acheter son fruit. D'accord? Parce qu'une envie, non, c'est d'abachachou. Une femme enceinte qui a envie de quelque chose, rabotaille, yesh le hakel, yesh le hatir, on peut l'autoriser même si c'est pas Shabbat, de lui donner ce fruit et qu'elle le mange et qu'elle fasse dessus chez Rianou. Maintenant, un cas peut-être plus courant qui peut arriver. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, mais simplement vous n'êtes pas enceinte. D'accord? Et vous avez envie d'un fruit. Est-ce que vous pouvez le manger? Réponse non. Maintenant, vous avez oublié que le fruit en question, il faut faire dessus chez Rianou. Et vous l'avez dans la main, on va dire, je ne sais pas si c'est un litchi, et tu te prépares à faire la bracha, ou si c'est une pastèque que tu n'as pas encore mangée depuis le début de la saison, tu coupes une belle tranche, bien rouge comme ça, bien sucrée, en plus de ça, elle n'a même pas de pépins, donc tu n'as même pas galéré à les sortir, et là tu fais « Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adama » Et là, il a répondu à même lui, et là, avant de manger, tu te rappelles que quoi? Mince, c'est un fruit sur lequel il faut faire Shehrianou. Alors encore on répète, c'est pas Shabbat, tu es en pleine semaine, juste été invité par des amis, ils t'ont servi de la pastèque, eux ils ont déjà mangé depuis un mois, il n'y a pas de problème. Toi, c'est la première fois que tu vas le goûter. Tu peux manger ou tu peux pas manger? Qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, il y a une différence, c'est très fin. Il y a une différence. Si vous avez fait la bracha et que vous n'avez pas encore goûté le fruit, vous allez faire chez Rianou et vous allez manger le fruit. Pourquoi? Et moi, c'est un chidouche que j'ai appris aujourd'hui encore. Parce que la bracha de chez Rianou, elle est reliée directement à la achila du fruit, au fait de consommer le fruit. Pour pas que ta bracha soit une bracha levatala, tu dois faire chez Rianou et tu manges le fruit. Par contre, si vous avez fait boré peri ha'adama, vous avez mangé la pastèque, et vous vous êtes rappelé ensuite que c'est un fruit sur lequel il fallait faire chez Rianou, la halakha elle est, tu t'arrêtes de manger et tu feras pas chez Rianou. Je répète, si vous avez fait boré peri ha'adama sur la pastèque, vous n'avez pas encore goûté, qu'est-ce qu'on fait? Tu complètes chez Rianou et tu manges la pastèque. Par contre, si tu as fait la bracha, boré peri ha'adama, tu as pris un bout, tu as mangé, donc ça y est, tu as mangé,
Et ensuite, tu t'es rappelé qu'il fallait faire Shechianu, tu t'arrêtes de manger parce que tu ne peux pas manger ce fruit maintenant. Et tu ne pourras pas faire Shechianu. Et je précise quelque chose de très très important, Rabotai, n'oubliez pas. Shechianu, c'est quand on a l'habitude de manger le fruit pour la première fois de la saison. Dans l'année. Ça veut dire ne vous trompez pas. Tu vas dire, bon alors ok, j'ai mangé un fruit maintenant, mais j'ai pas fait Shechianu. Alors tu sais quoi, j'attends après Tisha B'Av, je reprends un bout de pastèque, je refais Shechianu. On ne peut pas faire ça. Parce que vous l'avez déjà goûté une première fois, d'accord? Donc soit tu le fais bien, mais si tu l'as loupé, tu as goûté, tu as oublié, on ne pourra pas refaire dessus Shechianu. Eh oui, bien sûr. C'est quoi Shechianu? Mais quelle la zmanazé? Eh, zmanazé, c'est la semaine passée. Donc ça passe pas, ok? Encore une fois, même sur ça, j'ai vu quelques différences à l'Afrique. Je ne peux pas ramener tous les avis, on va passer 2 heures, ça va vous embrouiller. Moi, je vous donne la halachot claire. Si, encore une fois, vous avez le rabbin qui vous dit différemment, chacun suive son rab, ok? Moi, je vous dis la halachot, pour l'instant, qui sont basés là-dessus. On continue. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour nous, messieurs? On a la coupe de cheveux et la barbe rasée. Alors, même ça, là-dessus, on a une différence Ashkenaz-Séfarad. Ashkenaz-Séfarad, les Ashkenazim, eux, depuis Yudzaïm Betamuz, depuis le 17 Tammuz, ils ont le minhag de ne pas ni se raser la barbe, ni se couper les cheveux à partir de la bar mitzvah. Évidemment, les historiens qu'on parle maintenant au niveau des cheveux et de la barbe, ça concerne uniquement les hommes. Mesdames, vous avez le droit de vous couper les cheveux. Vous avez le droit de faire ce que vous avez besoin, ça ne concerne uniquement, bien sûr, même une femme qui a besoin maintenant de se retirer des poils ou quoi. Il n'y a aucun problème, ça concerne uniquement les hommes. D'accord? Des fois, il y a un petit cafouillage. Évidemment, même pour les Ashkenazim qui sont plus marmérim que nous, ça ne concerne pas les femmes. Donc, les Ashkenazim, à partir de la bar mitzvah, depuis le 17 Tammuz et jusqu'à après Tisha B'Av, ni se rasent les cheveux, ni se rasent la tête, ni se rasent la barbe. Ok? Ni vont chez le coiffeur, ni rien du tout. À partir de bar mitzvah. Ouais. Jusqu'au mariage? Je répète, non, parce que Peter, la vérité, il nous fait rire, mais il a raison sur quelque chose. On parle de l'âge. À partir de la bar mitzvah, les Ashkenazim, entre le 17 Tammuz et après Tisha B'Av, ils ne se coupent pas les cheveux. Mais si des enfants, tu peux les amener chez le coiffeur si c'est nécessaire. Ah. Voilà, non, mais sa question elle était en place. Il y a des gens, des fois, qui peuvent ne pas comprendre, d'accord? Les enfants ne sont pas concernés par le issour. Encore une fois, tu vas pas l'amener exprès au coiffeur. Si vraiment, je sais pas moi, il a une touffe de cheveux, c'est pas possible, ou je sais pas, il a des poux, n'importe quoi, ça le démange, et c'est un enfant, tu peux lui couper les cheveux. Même pour les Ashkenazim, ils sont pas concernés par ça. Maintenant, nous les Sfaradim, le issour, il commence normalement à partir de quand? Faux. Faux. Il y a un gros problème chez les Sfaradim, il y a une erreur avec ça. Les Sfaradim, on a l'interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe uniquement à partir de Shavua Shechalbo, à partir de la semaine qui précède Tisha B'Av. Donc, je répète, il y a 3 temps. Il y a de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. De Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine qui précède Tisha B'Av. Et la semaine qui précède Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av. Non, c'est les 3 temps, on va du plus cool au plus mahmirim. Cette année, mes amis, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, du fait que Tisha B'Av tombe samedi soir. Donc la semaine, elle commence quand? Elle commence samedi soir, mais elle termine déjà, on est déjà dans Tisha B'Av. Donc nous, les Sfaradim, on a absolument le droit de se couper les cheveux et de se raser la barbe. Alors, je fais très attention à ce que je vous dis maintenant, jusqu'à Tisha B'Av. Pourquoi je fais attention? Parce que même si on a le droit, écoutez bien ce que je veux dire, Rabotai, c'est important. Même si nous, les Sfaradim, on a le droit normalement de se couper les cheveux, de se raser la barbe, jusqu'à Shavua Shechalbo, et que cette année, on n'en a pas, on n'aura quand même pas le droit, en ayant Tisha B'Av qui tombe samedi soir, d'aller chez le coiffeur vendredi. Pourquoi? Pourtant, c'est pas Shavua Shechalbo, parce on ne peut pas rentrer dans Tisha B'Av, ils disent à la couper et apprêter comme un khatan. Non, ça se fait pas. Là, tu as perdu le Beth Amikdash, tu es en train de pleurer, tu commences pas à faire ton beau gosse et ton défilé. Donc le héter, c'est jusqu'à quand? Écoutez bien, messieurs, si vous avez la barbe qui vous démange, soyez intelligents, vous pouvez vous raser jusqu'à jeudi. Jeudi, c'est pas encore Erev Shabbat. À partir de jeudi soir, ça s'appelle Erev Shabbat. Donc si vous avez les cheveux ou quoi, je répète, le Issour, c'est quoi? C'est veille de Shabbat, donc qui s'appelle vendredi. La semaine d'avant, donc les jours avant, vous pouvez encore aller chez le coiffeur. Mais encore une fois, si quelqu'un te dit, moi, j'ai pas pour moi, jeudi, vendredi, mercredi, c'est kiff-kiff, j'ai comme arrive. Tout boit Tisha B'Av, chacun fait ce qu'il veut. Mahmir al atzmo, tavo la bracha. Vous me demandez la halakha, je vous la donne. Ce qui est moutar, ce qui est assour. Mishirot c'est l'achmir, chez achmir le atzmo. Si quelqu'un il veut maintenant décider pour lui de faire des khumrot, il n'y a aucun problème, tavo alav beracha. On peut rester avec la barbe, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Le Shabbat, c'est sûr, de toute façon, on ne pourra pas se raser. Pour ça, je vous dis, vendredi, vous ne pouvez pas vous raser. Non, mais même si on ne se rase pas. Ah, il n'y a aucun problème, évidemment, ce que je dis. Mais après, voilà, il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas la barbe. Il y a des gens, même pendant le Sfirat Omer, ils se rasent parce que la barbe, ça leur est vraiment désagréable. Ou une personne pareille, elle n'a pas eu le temps. Non, le Shabbat, non. Au Chodesh, on a le droit de se raser. Non, mais je répète encore.
Là, on parle d'une veille de Shabbat qui est veille de Tisha B'Av. Donc, il y a toute la semaine pour le faire. Et sache que les repas de Shabbat, ça s'appelle aussi à partir de mercredi. Donc, si tu veux faire les repas de Shabbat, tu peux aller chez le coiffeur mercredi ou jeudi. Tu sais qu'on n'a pas le droit De se- raser. On n'a pas le droit de se raser, je crois. Al pied mes koubalim, c'est mes koubalim, c'est pas là. On a le droit. Pourquoi? Les rois de Shabbat. Oui, mais là, on passe, là, c'est pas Rosh Chodesh, on parle de veille de Tisha B'Av. Les éveils de Shabbat, c'est Shabbat. Est-ce que tu as écouté ce que je viens de dire? Oui, j'ai écouté. Je dis, même si on ne peut pas rentrer Tisha B'Av apprêté comme un khatan. Donc on n'ira pas chez le coiffeur vendredi. Même si c'est veille de Shabbat, on ne peut pas. D'ailleurs, Rabotai, vous savez quoi? Parce que Sylvain, il a soulevé le point. Hein. Il y a aussi un petit amalgame, j'ai oublié de vous dire, des fois, il y a beaucoup de hétérim, Kirvot Shabbat, veille de Shabbat. Mes amis, veille de Shabbat ou pas veille de Shabbat, on ne peut pas écouter de la musique veille de Shabbat parce que c'est veille de Shabbat. Ok, même si en général on est cool sur certaines choses, veille de Shabbat, on peut faire ci, on peut faire ça. On ne peut pas écouter de la musique, par exemple, veille de Shabbat parce qu'on est veille de Shabbat et il y a un inyan de Simcha. Non, 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 non. Là, par exemple, on est dans la semaine, on ne peut pas manger de viande, on va expliquer la halachot. Est-ce qu'on peut manger de la viande parce que c'est veille de Shabbat? Non, on ne peut pas. Le seul état qui est donné, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Toamea Chaim Zahou. C'est quoi? C'est de goûter les plats de Shabbat, pour s'assurer qu'ils soient bons, qu'ils soient bien faits. Même s'il y a un peu de viande dedans, on a le droit de goûter le plat. D'accord? Mais en aucun cas, maintenant, manger de la viande, se dire, bon, c'est veille de Shabbat, c'est kiff-kiff, allez, on rentre dans Shabbat, on fait la fête, pas de musique, pas de viande. Donc, tout ça, je dis, même s'il y a des hétérim veille de Shabbat, c'est limité à certains cas, donc sûrement pas, je répète, le fait de se couper la barbe et de se couper les cheveux. Oui. J'avais entendu une chose, apparemment, concernant les Tunisiens, on dit qu'il y a des viandes, ce qu'on appelle des viandes mortes, on a le droit de manger pendant Tisha B'Av. Pendant la semaine, c'est-à-dire tout ce qui est charcuterie, tout ce qui n'a pas été habitué dans la semaine, c'est bon ou pas? Alors, regardez, très très important ce que je vais dire maintenant. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est un minhag que les Israël ont pris de ne pas manger de viande. Normalement, c'est un minhag que tout Israël a pris sur lui. Maintenant, le Shulchan Aruch, quand il a écrit, c'est halachot. D'accord? Et il a dit, mais halachot ne concerne les gens qui n'ont pas de minhag ou qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Des gens qui ont un minhag différent. Et encore une fois, quand je précise minhag solide. Pas minhag, je ne savais pas ce que j'ai fait, j'ai pris le minhag, je me suis inventé un minhag, ou j'ai fait comme mon pote, ou j'ai fait comme mon beau-frère. Ça, c'est un minhag bidon, il n'a aucune force. Un minhag, c'est mon père, mon grand-père, ils l'ont fait, et les rabbanim l'ont ordonné, c'est le minhag toujours, ils ont fait comme ça au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais encore une fois, tout le monde a fait comme ça au Maroc. Si c'est un brel qui t'a donné le minhag à la base, c'est faux, ça s'appelle pas un minhag, c'est une erreur. Si tu as des rabbanim costauds, qui ont des sfarim, qui ont des trucs, des rabbanim amash, et tu vois aujourd'hui encore des rabbanim marocains, des rabbanim tunisiens qui disent Rabotaï, c'est moutard, c'est notre minhag à nous, faites comme le minhag. D'accord? Moi, j'ai pas eu le minhag jamais chez nous de manger de la viande pendant les 9 jours. Non plus, mais c'est pour ça que j'ai entendu ça. Ça, je vous dis. Non, c'est chez Patrick. Chez nous, il n'y a pas de différence. S'il y a des Tunisiens qui ont vraiment ce minhag et qui sont sûrs d'eux et des rabbanim et des sources écrites, faites comme votre minhag. Les gens qui disent qu'on aurait le droit de manger de la viande qui n'aurait pas été On va abattue parler des minhag. dans la période. C'est-à-dire qu'une viande qui aurait été abattue avant, qui aurait été congelée et tout, ne serait pas atteinte de la consommation pendant la semaine. Mais le problème de manger, c'est pas uniquement d'abattre une bête, c'est de manger. Pourquoi? Parce que du fait qu'on doit être attristé et montrer un signe de deuil, justement, on s'empêche d'avoir du profit à travers la consommation de viande. C'est pas uniquement le fait d'abattre la bête, ok? Mais la réflexion était pas mal. Maintenant, Seudat Mitzvah, mes amis. On revient à ce qu'on disait. Nous, les Sfaradim, comme on l'a dit, on ne peut plus manger de viande à partir donc de Rosh Chodesh Av jusqu'à, on va arriver après Tisha B'Av, je vais expliquer après. Seudat Mitzvah, même pendant cette période, on a le droit, si vous êtes invité à une Brit Mila, vous pouvez manger de la viande. Vous êtes invité à une Bar Mitzvah, vous pouvez manger de la viande. Il y a un Sioum Masechet. Quelqu'un il finit, je sais pas, on va Masechet Ktubot, il fait truc, il veut faire une bête Seudat Mitzvah, il peut. Et comme on l'a dit, on mange de la viande, on peut écouter de la musique, tout ça Seudat Mitzvah. Par contre, très 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 important ce que je vais vous dire maintenant. Il ne faut pas taper l'incruste dans des événements pour pouvoir manger de la viande. Je suis très sérieux sur ça. Il y a des gens, écoutez bien, vous êtes écoutez. Vous êtes à la synagogue, dans votre synagogue. Maintenant, on vous dit qu'il y a une Brit Mila. Bon, ok, tu veux rester à la Brit Mila parce que c'est une zaï, il y a Léonavis, ce que tu veux. Maintenant, tu n'as aucun rapport avec les personnes qui font la Brit Mila. C'est des gens de l'extérieur qui ont loué la salle de la synagogue, ils veulent faire la synagogue parce qu'il y a une Kedusha. Ou en toi, tu veux jouer le malin. Tu dis, attends, tu rigoles ou quoi? Veille de Rosh Chodesh, j'ai pas eu le temps de me faire le shawarma que je voulais, il m'est resté bloqué là. Là, je suis en train de sentir, t'imagines que tout le monde va se faire un kiff de manger de la viande pendant une Brit Mila. Je vois le traiteur, il est arrivé, ça est déjà à 6h30, il était là. Je suis en train de voir passer des entrecôtes, je suis en train de voir passer maintenant des trucs, machin. Seudat Mitzvah, moutard, le Rav il a dit. Le Rav il a rien dit du tout. Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous n'avez pas de lien
avec les personnes qui fêtent cet événement, vous n'avez pas le droit de manger de la viande. Est-ce que c'est clair? Que ce soit une bar mitzvah, bon, un mariage, évidemment, il n'y a plus de mariage maintenant, une brit mila, même un sioum maseret. Vous savez, j'ai entendu le Rav David Yosef, le grand rabbin d'Israël actuel, il a dit quelque chose, je suis tombé par terre. Il a dit, je suis choqué de ce que j'ai vu aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'imagine bien que les Juifs, ils sont intelligents. Les gens, mais écoutez bien, mais écoutez bien jusqu'où ça va. Des gens qui ont des restaurants de viande, ok, qui ne vendent que de la viande. T'imagines que là maintenant, ils vont rien vendre du tout. Ok. Alors juste au passage, je précise quelque chose. C'est marqué dans la une personne qui a un restaurant de viande. Il peut être ouvert ou il doit fermer. Il peut vendre ou il peut pas vendre. Réponse. Il a le droit de rester ouvert, à condition qu'il mette un écriteau. On rappelle au public, on est dans les 9 jours, on n'est pas censé manger de viande. Il y a d'autres choses à commander ou pas. Et après, chacun fait ce qu'il veut. S'il vient acheter, tu peux lui vendre. Tu n'as pas l'obligation de fermer. Mais bon, encore une fois, quelqu'un qui dit, écoute, moi je veux pas être marché le rabbi, encore une fois, il va être marqué à la tzmot, tavo la bracha, vadaï shelo tafsid afpa mi mitzvah, mais est-ce qu'il a le droit d'être ouvert? Réponse oui. Donc maintenant, ces gens-là qui ont des restaurants, oui, maintenant ils sont un peu mal à l'aise, parce que bon, d'un côté on va vendre de la viande, mais on sait qu'on peut pas, ou bien forcément, ou simplement on sait qu'on aura beaucoup moins de clients. Les 3/4 des gens, ils mangent pas de viande maintenant. Vous voyez des gens qui mangent des shawarma, bon, c'est dommage, mais la majorité n'en mange pas. Qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Certains restaurateurs, écoutez bien, ils sont partis voir des bachouri yeshivot. Des bachouri yeshivot qui savent que eux, Dieu bénisse, ils mangent des gmarottes comme vous enfilez des pains au chocolat le matin. D'accord? Leur vie, c'est quoi? C'est étudier. Ils les appellent. Ils les engagent pour apprendre des macertotes. Et ils font comme ça à tour de rôle, plusieurs élèves comme ça, chacun à un tour. Donc ils se préparent à l'avance, évidemment, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils disent, écoute, je vais te payer. Je veux que tu puisses terminer une macérette tel jour. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent au restaurant. Donc ils ouvrent le service, les gens s'asseyent. Personne n'écoute le garçon. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont occupés à quel morceau de viande tu es en train de commander. Ça, tu veux prendre ça, non, viens prendre d'entrée, des kiffs, quel vin vous avez, il y a un broie, pas possible. Le type, il est là, il fait son sioum macérette. Ok? Donc il fait Adran Alach, il finit la Gemara. Kaddish, Mazal Tov, il lui donne $100. Merci, au revoir, dégage. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Et bien sûr, le petit, lui, peut faire 10 macertotes en 10 jours. Et le type, il s'en va. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Allez, on peut manger la viande parce qu'on assiste à un sioum macérette. Interdit total de faire ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, le garçon, il n'est même pas avec toi pour manger, tu l'as renvoyé à la maison. C'est même pas la sienne. Deuxièmement, même s'il restait manger, tu le connais, ce garçon. Tu as un lien avec lui, il t'a invité à ce sioum macérette. Donc Rav David Yosef, il a dit, j'ai été choqué de ces pratiques-là. Et Rav David Yosef, sachez-le, en général, il choisit ses termes. Il a dit, Rabota, écoutez bien, je ne dis pas, c'est mieux de ne pas faire, c'est pas beau. Assour, gamour. Il a dit, je ne comprends pas. Il y a des minagim que le Ham Israël entier a pris sur lui depuis. Pardon? C'était des séparades ou des ashkénazes? Il n'y a pas de différence. Je suis curieux. Non, mais la réponse, je ne la connais pas, mais ça n'a pas de différence. Benkar ou Benkar, Assour, gamour. Assour, gamour, qu'est-ce que ça veut dire? Ham Israël, ils ont pris des minags, des habitudes ancestrales. Il faut comprendre. Un minag, ce n'est pas un jeu. D'accord? C'est pour ça que même Shulchan Aruch, quand il a fait des halachot, il a dit, moi, je ne suis pas là pour faire sauter des minagim ancestraux qui remontent à plus tôt que moi, à plus avant moi. Mais si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, sachez que ça s'interdit. C'est pour ça que je vous dis, un minag, quelque part, c'est un chénouche. Aujourd'hui, tu vois que tout le monde fait différemment. Toi, tu dis, moi, j'ai un minag différent. Non, ok, fais-le. Mais de là, commencer maintenant à, écoutez bien, à faire des combines et se servir de la halakha. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça naval birshut Torah. C'est être un voyou avec les règles de la Torah. Tu t'amuses à retourner la Torah contre elle-même, voilà, truc, machin, tu cherches les vices. Il n'y a pas de vice de procédure. C'est pas que c'est un contrat où tu cherches les petites lettres, tu commences à jouer avec Dieu. C'est un minag. On a perdu un Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens, ils ont des ta'avot. Les gens, ils ont des ta'avot. Ils ne sont pas capables pendant 10 jours de ne pas manger de viande. C'est de la folie, ok? Donc je répète. Demain, il y a une Brit Mila, une Bar Mitzvah, une Seudat Mitzvah, un Sioum Masechet. Vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez aucun lien avec lui, vous n'avez pas le droit d'assister. Maintenant, je ne sais pas si demain la personne, elle vous voit 2-3 jours avant, vous l'avez rencontré, elle dit écoute, je t'invite officiellement, il y a la Bar Mitzvah de mon fils, et la Brit Mila, ça me ferait plaisir que tu viennes, tu as été invité. Personne n'a dit maintenant on est en train de chercher depuis combien de temps tu connais ce type-là, 1 an, 6 mois, 2 mois. Non, tu as été invité, tu peux venir, tu fais partie des invités. C'est pas de rester, mais reste sans manger de viande. Pardon? Ce n'est pas de rester à la place. Oui, mais vous allez avoir un autre problème avec la musique, par exemple. Ah oui, vous avez compris? Maintenant, celui qui fait la Brit à la synagogue ici, fin de la prière et tout, il dit voilà, tout le Kahal est invité.
Si, encore une fois, si lui le Le fait. jour même, il le dit. Regardez, le jour s'il même. vous invite par politesse, c'est une chose, mais si vous savez que vous n'avez rien à voir avec lui, encore une fois, vous ne pouvez pas manger de la viande. Ok, vous ne faites pas partie de son cercle d'amis, vous n'êtes pas vraiment concerné. Si vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça lui faut aucune différence. Il ne va jamais vous Tu sais demander, même pas si je t'ai tu pas vas- vu à la Brit Mila. Vous voyez? Ou bien là, ça me fait plaisir que tu restes. Il va le faire par politesse. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit, bon, sortez, parce que ça, c'est pour mes invités. Il y a un buffet, c'est pour tout le monde. Bon, peut-être qu'en général, un repas assis, les gens savent qu'ils ne doivent pas rester parce que c'est des manottes, c'est un traiteur, on ne va pas s'incruster. Mais bon, on ne sait jamais, même si demain il y a quelque chose, si vous ne connaissez pas, vous ne faites pas partie du cercle familial, amical ou n'importe quoi, vous ne pouvez pas, entre guillemets, participer à la simcha dans le sens où il y aura donc de la viande à manger et, comme je l'ai dit, un orchestre, etc. Au passage, quand on parle de musique qu'on n'a pas le droit d'écouter, il ne faut pas être fou dans le sens où, par exemple, demain tu es dans le bus, d'accord? Il y a le type, il y a le chauffeur qui a mis maintenant de la musique, et tu veux faire maintenant l'extrémiste, tu vas lui faire la guerre pour qu'il ait la musique, parce que, attention, Assour, Tisha B'Av, reste tranquille. Chef et Alta Asiativ, reste sur ton siège, tu n'es pas obligé de prêter attention à la musique. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Juste faire en sorte de ne pas t'ambiancer avec la musique dans le bus. Ok? Ça, c'est important. Pareil, demain, vous avez par exemple votre téléphone. Messieurs, écoutez, c'est important. Vous avez par exemple votre téléphone, vous avez une musique sympathique. Toute l'année, elle est là, elle vous ambiance. Vous arrivez maintenant pendant, donc on a dit, la semaine de Tisha B'Av, la période. Est-ce que vous avez l'obligation d'enlever la sonnerie de votre téléphone parce qu'elle est sympathique? Non, ça ne veut pas écouter de la musique. Tu ne l'as pas fait pour écouter, tu l'as fait pour signaler qu'il y a un appel. D'accord? Ou imaginez surtout, je ne sais pas si vous avez par exemple une musique spéciale pour votre femme ou pour votre mari. Ouais. Tu dis, je vais la changer parce que ça me fait penser trop, je sais pas, au feu de l'amour, parce que la musique elle est sympathique ou quoi. Ça veut rien dire. Ok? Donc pareil, tu es dans le bus, tu es dans un magasin, il ne faut pas devenir fou, juste faire attention, comme on l'a dit, à ne pas s'ambiancer à travers la musique qu'on est en train d'écouter de manière accidentelle. Il y a quelqu'un qui est du métier, qui chante, c'est son métier de chanter, est-ce qu'il peut Comme le restaurateur. répéter ses musiques pendant cette période? Alors, une bonne question. Alors écoutez, déjà chanter sans instrument, il n'y a aucun problème. Je sais pas quelle musique. J'arrive, je fais par étapes exprès. Chanter, demain vous voulez chanter, il n'y a aucun problème. Chanter, vous chantez ce qu'il y a demain, c'est ce qu'on a dit depuis le début. La musique vocale a cappella, on peut le faire. Par rapport aux instruments de musique, c'est quelqu'un, c'est son métier. Bon, en général, personne ne va vous employer maintenant, pas pour une rythme là. Mais bon. Non, je pensais qu'il va répéter. Oui, alors regardez. Il a un événement à faire dans 15 jours. Alors voilà, regardez. Répéter, vous pouvez le faire jusqu'à Rosh Chodesh. D'accord? À partir de Rosh Chodesh, on ne peut pas. C'est pas possible. Ok? Vous prenez une personne maintenant qui est en train d'apprendre un instrument, il a le droit jusqu'à Rosh Chodesh d'aller à des cours, par exemple, de guitare ou quoi, des choses comme ça. D'accord? Mais répéter des morceaux, même ça, il ne peut pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de Rosh Chodesh, ni on répète, ni on apprend, on laisse la guitare, on la laisse au placard. Si quelqu'un, c'est son métier, il a demandé à une Seudat Mitzvah, lui Vadaï, qu'il a le droit d'aller le faire, c'est son métier, il fait pour une Seudat Mitzvah, Mouta. Mais sinon, à partir de Rosh Chodesh, Vadaï, qu'il n'y a aucun intérêt ni de répéter, ni d'apprendre, ni de s'entraîner, ni de donner des cours de musique. Ok, c'est fini. Jusqu'à Rosh Chodesh, on pouvait. À partir de Rosh Chodesh, terminé. C'est clair? Ok. Rabotai, il y a autre chose qui est important. On l'a dit, donc là, on a parlé maintenant de la consommation de viande. Ok? Qu'est-ce qui est également interdit? C'est de boire du... Alors, c'est très important ce que je vais vous dire. Rabotai, à propos de la consommation du vin, sachez qu'il y a un grand méli-mélo, il y a un grand balagan sur cette histoire. Le fait de manger de la viande, ou du moins l'interdiction de manger de la viande, et l'interdiction de boire du vin n'a absolument rien à voir. Ce que nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire, c'est de manger de la viande. Normalement, le vin, on peut même le boire jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Est-ce que vous entendez bien ce que je vous dis? Il y a un grand balagan à ce niveau-là. Non, on ne boit pas. Il y a Ashkenaz et il y a Sephardim. Après, encore une fois, je répète. Si quelqu'un, je ne sais pas pour quelle raison, un minag de sa coutume, de ses origines, de ne pas boire de vin, etc., j'ai jamais dit. Mais si une personne, elle a l'habitude de boire du vin, par exemple, vous prenez un bon Français, un bon Algérien, j'en sais rien. Quelqu'un qui a l'habitude, toujours avec son repas, de boire son petit verre de vin parce que c'est bon pour les artères, parce qu'il kiffe. C'est un consommateur de vin. Donc évidemment, toujours à consommer avec modération. Peter, c'est excellent. Alors écoutez bien, lui, il n'a absolument pas d'interdiction, de boire du vin, même pendant Shavua Shechalbo, Tisha B'Av. D'accord? Les Ashkenazim, eux, ils ont pris l'habitude de ne pas boire de vin, etc. Mais ça, c'est les Ashkenazim. D'accord? Les Sfaradim, normalement, nous, on n'a aucun problème de boire du vin. Ceux qui ne veulent pas boire, encore une fois, maintenant, je dis l'inverse. Également, celui qui n'a pas l'habitude de boire du vin, il ne pourra pas en boire non plus. Je parle de ceux qui ont l'habitude de boire du vin.
Est-ce qu'il doit s'arrêter? S'il a vraiment l'habitude, il n'a pas l'obligation de s'arrêter. Une seconde. Quelqu'un qui a pas l'habitude de boire du vin, est-ce qu'il peut maintenant se mettre à boire du vin? Vadaï que non. Vadaï que non, ok? Ça c'est pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, eux, ils ont plus de chovrot. Eux, oui, Bémet, ils ont l'habitude de ne pas boire de vin. Maintenant, pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que même un Ashkenaz, même un Séfarad qui n'a pas l'habitude peut-être de boire du vin dans cette période, qu'est-ce que je fais par exemple à la Havdalah? Shabbat, on sait évidemment qu'on peut boire du vin, on peut manger de la viande quoi qu'il arrive parce que c'est Shabbat. Mais la Havdalah, je fais quoi? La semaine dernière, évidemment. La semaine dernière, là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec du vin. Vadaï que motard de boire du vin. L'Ashkenaz, s'il veut pas, il donne un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, eh ben il boit lui. Et il n'y a aucun problème de boire du vin, même pour un Ashkenaz, parce que c'est une mitzvah. Tu peux faire Tzirle Avdil, c'est pas maintenant quelque chose. C'est encore une fois un mina qui peut venir rencontrer une halakha claire. Quand tu fais Havdalah, d'accord, tu feras toujours sur du vin ou du jus de raisin. Avec du jeûne aussi. Pardon? Avec du jeûne. Ah, on va y arriver. On va y arriver avec du jeûne. Je fais exprès par étapes, on s'approche au fur et à mesure, d'accord? Ok mes amis, alors, et pour terminer cette histoire de vin, tout ce qu'on parle d'interdiction de consommation, c'est uniquement le vin. Mais ça ne concerne pas les alcools en général. Donc même ceux qui n'ont pas l'habitude, qui s'interdisent ce que vous voulez de boire du vin, pas boire du vin, hein, ça ne concerne pas ni le whisky, ni la bière, ni la nisette, ni le pastis, ni l'apéro. Ils ont interdit le vin. Pourquoi? On n'a pas interdit l'alcool. Simplement, de la même manière on a interdit la viande parce que ça amène de la simcha à l'homme. Encore une fois, les Sfaradim, normalement, on n'a pas le minhag de s'interdire le vin mais jusqu'à la veille du Shabbat. Ceux qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, ils ne veulent pas boire du vin aux Ashkenazim. Il n'y a aucun problème dans tous les cas de boire toutes sortes d'alcools différents. Est-ce que c'est clair? Bah, on continue. On avance, je vous dis, on va arriver, si tu veux, à Tisha B'Av aussi. Pour ça, je ne veux pas trop traîner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a maintenant l'interdiction, évidemment, de laver les vêtements, se laver, etc. Comment ça marche? Rabotai, les Ashkenazim, ils ont normalement l'interdiction de se doucher, que ce soit à l'eau chaude ou à la froide, à partir de Rosh Chodesh Av. Ok? Ça veut dire que depuis Motzei Shabbat, Achenu Ashkenazim, ils n'ont plus le droit de se laver. Ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, ni de laver de vêtements, etc. etc. Nous, les Sfaradim, normalement, à partir de quand est-ce qu'on ne peut plus se doucher? C'est uniquement à partir de Shavua Shechal Bo. Donc, comme on l'a dit, la semaine qui précède Tisha B'Av, également, on ne peut plus laver d'habits. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Cette année, du fait qu'on n'a pas de Shavua Shechal Bo, on peut se laver à l'eau chaude comme à l'eau froide jusqu'à la veille de Tisha B'Av. La différence, nous, c'est quoi les Sfaradim normalement? C'est que non, de Rosh Chodesh à Shavua Shechal Bo, on est normaux, pardon. Par contre, à partir de Shavua Shechal Bo, normalement, on ne peut plus se doucher à l'eau chaude. Mais on peut se doucher à l'eau froide. Or là, vu qu'il n'y a pas de Shavua Shechal Bo, on peut se doucher à l'eau chaude jusqu'à Shabbat qui va précéder Tisha B'Av. D'accord? Il n'y a aucun problème. Par contre, les Ashkenazim, eux, ils ont le même interdit. Depuis Rosh Chodesh, ils ne peuvent plus se doucher. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. J'ai entendu beaucoup de Bémet, je vous dis, quand je fais un cours d'Halakha, je le prépare méticuleusement, j'écoute plusieurs déotes. Écoutez bien. Il y a un grand problème aujourd'hui avec cette histoire d'Halakha de ne pas se doucher. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai entendu ça également du fils de Rav Ovadia Yosef, donc le Rav David Yosef, le Rishon LeTzion actuel. Il dit la chose suivante. Il dit, regardez, les psakim qui ont été donnés par le Rama, donc par le poskim Ashkenaz, il dit, c'est où Ashkenaz? C'est en Europe. D'accord? En Europe, il faisait froid. En Europe, que tu douches pas, il n'y a pas trop de différence, ça va, c'est vivable. Aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique mondial de 1. C'est-à-dire, en Europe, c'est plus du tout les temps qu'ils faisaient avant, premièrement. Même en Europe de l'Est, bon, encore en Europe de l'Est, tu me dis en Russie, machin, truc. Mais les amis, quand on est en France, quand on est en Israël, où c'est un des pays les plus chauds, écoutez-moi bien, de ne pas se doucher pendant 10 jours, mais c'est une abomination. Écoutez bien ce que je vous dis. Rav Ovadia Yosef, même s'il est séfarade, lui il avait dit à son fils, moi je tranche pour les Ashkenazim que même eux, on peut leur autoriser de se doucher à l'eau froide, même pendant Shavua Shechal Bo, parce que c'est intenable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, peut-être pas vous mesdames, mais écoutez. Je sais pas, messieurs, peut-être que vous avez eu l'occasion. Vous savez ce que c'est un shtibler? Non. Un shtibler, c'est quoi shtibler? Shtibler, c'est un endroit où il y a des minyanim constamment. Ça se fait tout le temps. Donc, ce sont des minyanim de tfila, constamment, shacharit jusqu'à Shkobo, Mincha, Arvit. Un shtibler, on appelle ça, shtibler.
Bon, c'est pas grave si vous vous rappelez pas du nom, on va pas vous en vouloir. Ok? Vous allez là-bas, écoutez-moi bien. Il y a une concentration de personnes constante. La majorité de fois, il y a beaucoup d'Ashkenazim. Je peux vous dire, interdit de prier dans ces conditions. Vous sortez, vous arrivez de l'extérieur, vous rentrez là-bas. L'odeur, elle est tellement intenable, vous n'avez pas le droit de prier. Je répète, vous n'avez pas. Chaque bracha que vous faites, c'est Issou, c'est bracha levatala. Rabbi Yosef, il a dit, moi j'autorise aux Ashkenazim, malgré leur poskim Ashkenaz, moi aujourd'hui je leur autorise de se lâcher au moins à l'eau froide. C'est intenable. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et il raconte Rav David Yosef. Écoutez bien, il a dit un jour, je marchais à Rechavia, c'est un quartier de Jérusalem, et j'ai rencontré à l'époque un des plus grands Gdolé Ador Ashkenaz qui s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach. À la vache, Gadol Ador She'en Kedugmato. Et il a dit, je suis très en colère contre ton père. Comment vous êtes capable de venir toucher au psakim Ashkenaz? C'est un dîme qu'on a. C'est une on n'a pas le droit de toucher. Nous, si on donne interdiction, on peut pas. Ils sont restés très durs là-dessus, les Ashkenazim. Donc, encore une fois, Ashkenazim, ils ont leur psakim, oui, c'est vrai. Est-ce que aujourd'hui, Michoum, ce qu'on appelle kavod abiriot, Rabotai, le respect qu'on doit aux êtres humains qui sont autour de nous, c'est encore plus important. Encore une fois, un Ashkenaz qui fait le choix de ne pas se doucher, est-ce qu'il est Yeshua Malismor? Oui, parce qu'ils ont des psakim. L'Ashkenaz qui veut se doucher, est-ce que Yeshua Malismor va dire que oui? En tous les cas, nous, Rabotai, les Sfaradim. Mais c'est pareil pour le linge. Pardon? C'est pareil pour le linge. Alors, le linge? En Israël. Quoi? De quoi? La chaleur, la transpiration. Quoi? De se changer? Oui, On va y arriver, évidemment. Mais là, je finis avec l'histoire de la douche. Rabotai, nous, les Sfaradim, en tous les cas, ou dans tous les cas, même si on a une petite interdiction, c'est à partir de Shavuot Shechrabo que se doucher à l'eau froide. Et cette année, de toute façon, rien n'est chayar dans tout ça. Mitzvah, mina moufrar, la mehadri, mina mehadri, de faire attention à votre hygiène, s'il vous plaît. Vous douchez, vous changez, parce que vous rentrez dans une synagogue et à cause de vous, le type qui est à côté de vous n'arrive pas à prier, c'est assourd. Ça fait que vous ne respectez pas les périodes qui sont autour de vous, d'accord? Donc douchez, allez-y franchement, mettez du savon, tout ce qu'il faut, et surtout, n'ayez pas peur, d'accord? Rabota, et par rapport également le fait de laver des vêtements. Donc on a dit, pareil, les Ashkenazim c'était autorisé jusqu'à Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, ils ne peuvent plus laver de vêtements. Nous les Sfaradim, c'est comme la douche. Normalement l'interdiction c'est à partir de Shavuot Shechalbo, on ne peut plus laver de vêtements. Vu que cette année on n'a pas d'interdiction comme ça, il n'y a aucun problème de continuer à laver les vêtements jusqu'à, donc comme d'habitude. Donc maintenant on rentre dans, mes amis, le vif du sujet. Cette année, comme on l'a dit, on n'a pas de Shavuot Shechalbo. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas non plus l'obligation de porter des habits qui sortent du repassage. Vous savez que normalement, Shavuot Shechalbo Tisha B'Av, nous les Sfaradim, évidemment même les Ashkenazim, on ne peut pas uniquement ne pas laver des habits, on ne peut pas également porter des habits qui n'ont jamais été portés et qui sortent vraiment du lavage et du repassage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait chaque année? Avant la semaine qui précède Shavuot Shechalbo, on met comme ça des habits, etc. pour les user, les salir quelque part un petit peu, pour pouvoir les porter. Cette année, on n'a pas ce problème. On peut porter des habits normalement jusqu'à Shabbat, etc. Par contre, faites attention. Du fait que Shabbat tombe à la veille de Tisha B'Av, et que Tisha B'Av, là, on ne peut pas porter des habits qui sortent nickel du repassage que madame elle vous a rangé comme ça, tac, selon les couleurs, selon les tailles, selon les... On ne peut pas. Donc, quoi, il faudra... Le mieux, c'est quoi? Avant Shabbat, de préparer quelques habits. Ça veut dire quoi? Alors, je précise, toute l'interdiction en question, et ça, il y a aussi beaucoup d'incompréhension là-dessus, ça n'a jamais concerné les sous-vêtements. Ce qu'on appelle Bigdei Zéa. Les habits qui prennent la transpiration d'une personne, donc sous-vêtements, tricot de peau, etc. Ça, va qu'il n'y a pas besoin de préparer les habits, parce que de toute façon, c'est des habits qu'on a l'habitude de changer. Donc ça, tu peux prendre des habits comme ça et les mettre nickel qui sortent de l'armoire. Les habits dans lesquels on n'a pas le droit de mettre sont par exemple des chemises, des pantalons, etc. Donc ça, qu'est-ce qu'on fera? Des t-shirts, des polos, des robes pour les dames, des jupes. Donc ça, qu'est-ce qu'on fera? Vu que cette fois-ci, on n'a qu'un jour, essayez avant Shabbat, vous préparez un pantalon, une chemise, un polo, ce que vous avez préparé, ce que vous allez porter le jour de Tisha B'Av, et vous êtes tranquille. Maintenant, vous avez oublié, et on est dans Shabbat. On va être en face d'un problème. C'est lequel? Quelqu'un peut me dire? Bravo. Assour les achim mi Shabbat lechol. On ne peut pas faire pendant Shabbat une préparation pour Motsei Shabbat. Donc si tu mets un habit, tu dis je le mets pour Tisha B'Av, tu as le droit ou pas? Tu peux pas. Mais maintenant d'un côté, tu as oublié de le mettre avant Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas arriver sans habit à la synagogue, tu fais quoi? Hein? Ensuite Shabbat, normalement il faut changer les habits. On ne porte pas les habits de Shabbat pour Tisha B'Av. On va y arriver. Non, ton beau costume, tu ne dois pas le porter Tisha B'Av. Ah, alors si c'est pas des habits de Shabbat, Meyuchadim les Shabbat, bah d'accord que tu peux les garder. Mais en général, c'est marqué dans la halakha qu'il faut avoir un béguet Meyuchad les Shabbat.
Shabbat, c'est le même vêtement. Rabotaï, juste parce que bon, on relève le point, mais faites un effort. Shabbat, de ne pas porter les mêmes habits que la semaine. Il faut avoir la lacha dit tov, les yachet, gadim et yuchadim des Shabbat. D'accord, messieurs, c'est facile. Vous pouvez avoir un costume pour Shabbat, un beau pantalon, une belle chemise, d'accord, un beau polo, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, qu'à votre Shabbat, c'est mieux de mettre une petite chemise, c'est joli. Dire je peux pas, j'ai chaud, chacun, je rentre pas maintenant dans la polémique, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, essayez d'avoir un pantalon, une belle paire de chaussures, un polo, une chemise, dire votre Shabbat, mesdames, une robe, une paire de talons, quelque chose. Si maintenant vous n'avez pas encore le mérite de le faire, c'est toujours bien de commencer, il n'est jamais trop tard. En tous les cas, messieurs, si vous, comme vous dites, vous n'avez pas un béguet meyouchad des Shabbat, alors oui, vous l'avez porté Shabbat, vous pouvez rentrer avec dans le Tisha. Encore une fois, si vous n'avez pas transpiré, si vous ne vous sentez pas mauvais, encore une fois, kavod abiriot, tu vas rentrer dans la synagogue. Si on a une tenue de Shabbat, il ne faut pas rentrer dans le Shabbat. Si vous avez le costume de Shabbat, on va y arriver, il faut le changer, bien sûr. On ne met pas les habits de Shabbat le jour de Tisha B'Av, d'accord? Ok. Donc pour dire ce que je disais, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le type il a oublié de préparer ses habits pour Tisha B'Av et on est Shabbat. Alors il y a une solution qui est simple. Tu vas mettre l'habit pendant Shabbat, l'habit pendant Shabbat. Tu vas pas dire je le mets pour Tisha B'Av. Tu dis j'ai envie de me changer pendant Shabbat. Vous avez compris? Donc simplement vous avez votre chemise que vous avez déjà importée. Il est 2h de l'après-midi, vous mettez une vingtaine de minutes, une demi-heure votre chemise et votre pantalon, etc. Et ça fait que vous l'avez mis pour quand? Pour Shabbat. Même si dans ta tête tu sais que c'est pour Tisha B'Av. Mais c'est dire quoi? Sois pas lourd. Tu vas maintenant, oh là là, je vais te mettre des habits, bon ça va, je sais comment je vais faire Zarma à la combine. Laisse les choses dans ta tête, d'accord? Tu dis, je le mets maintenant pour Shabbat, j'ai envie de me changer, etc. Et à Kol Yavo Bimkomo Be Shalom, ok? Et donc comme on l'a dit, même si on a le droit de se couper les cheveux normalement, Erev Shabbat on ne le fera pas, chez le Kenes Kechatan, le jour de Tisha B'Av. Allez, maintenant on rentre dans l'essentiel. Shabbat, veille de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des restrictions, il n'y a pas de restrictions? Rabotaï, aucune restriction. On peut manger de la viande. Ouais, Badaï. Ah oui. Le soir. hein. Rabotaï, on mange la viande. C'est quoi le soir? Le soir. Et le midi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, samedi midi. Voilà. Oui, vendredi soir. Rabotaï, aucune raison Shabbat. Mangez de la viande, faites-vous plaisir. Achetez les meilleurs morceaux de viande que vous connaissez. Vous ouvrez un bon rouge, d'accord? Il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir. De la viande, du vin. Vous chantez, dire votre Shabbat et vous faites un kiff et simra. Rabotaï, même à la synagogue, il n'y a aucune manière de faire une tête de Tcharbeb. Tcharbeb, ça va arriver. Chazé Shalom, peut-être encore cette année. Et on fait une fila normale. Et on chante et on fait des chants qu'on a l'habitude. On fait des belles filotes. Il n'y a aucune différence comme à l'habitude. La seule différence, c'est d'arriver à partir de quand? À partir de la Shkia. Et là, voilà, je vais essayer d'aller vite parce que bon, ça fait un petit moment, mais c'est le plus important, c'est maintenant. Shabbat, donc on l'a dit, il est collé à Tisha B'Av, vu qu'on sort de Shabbat, on rentre dans Tisha B'Av. Alors, à partir de quand ça commence? Ça dépend quoi? Manger, on ne pourra plus manger à partir de l'Ashkia. Traduction de l'Ashkia, coucher du soleil. Donc je ne vais pas donner d'heure, parce qu'il y a des gens qui vont regarder le cours, qui habitent à Jérusalem, qui habitent en France, qui habitent à Montréal, qui habitent aux États-Unis. Vous prenez vos calendriers hébraïques et vous regardez c'est à quelle heure le coucher du soleil Shabbat soir, c'est Shabbat après-midi, pas vendredi. Samedi après-midi, c'est à quelle heure le coucher du soleil. En fonction de ça, vous savez que quelques minutes avant déjà, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, interdiction. D'accord? C'est à partir de là on ne peut plus manger. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yom Kippour et Tisha B'Av, on commence toujours la veille à jeûner, n'est-ce pas? Les autres jeûnes normaux, c'est à partir de quand? Le jour du jeûne même, à partir du lever du jour, à l'Otashachar. Mais on a 2 jeûnes dans l'année qui sont Rosh Hashanah et Tcharbeb et Tisha B'Av, ou quoi? Ça commence toujours la veille. Donc, je répète, Minadine, on n'a plus le droit de manger à partir du coucher du soleil Shabbat. On s'arrêtera exprès quelques minutes avant pour pas être juste. Rabotaï, on ne joue pas avec ça. C'est Deoraita. Ok, Rabotaï? Enfin, c'est pas Deoraita, c'est des Rabanan, mais c'est sur la perte du temple. D'accord? Donc c'est très, 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 très costaud. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que des fois je me dis, ouais, mais Yom Kippour c'est Deoraita, c'est la Torah, Tisha B'Av c'est des Rabanan. Écoutez bien. Il y a des terrines des fois qu'on peut faire à Yom Kippour qu'on ne peut pas faire à Tisha B'Av. Tellement que c'est grave Tisha B'Av. Ok? Donc ne jouez pas avec le feu. 5 minutes avant la Shkia, c'est terminé. Maintenant, un truc qui est important. Vous savez que le dernier repas qu'on va faire donc de Shabbat, ça va être quoi? Seouda Shlishit. Pareil, est-ce qu'il y a des restrictions? Aucune. Oui, manger de la viande, manger du poisson, même boire du vin pendant Seouda Shlishit, il n'y a aucun problème. Maintenant, Seouda Shlishit, ça fait également au passage au fils de quoi? Seouda Tamafseket. C'est quoi Seouda Tamafseket? Normalement, c'est la Seouda qu'on fait juste avant le jeûne, n'est-ce pas? Alors, il y a des halachot. On ne peut pas manger 2 plats, on ne peut manger qu'un plat. Alors, on mange un œuf ou des lentilles, etc. Shabbat, il n'y aura pas de Seouda Tamafseket.
La Seuda Shrishit, c'est entre guillemets la Seuda Mafseket. Mais pourquoi je dis c'est entre guillemets? Parce que c'est pas une Seuda Mafseket, c'est Seuda Shrishit. Donc tu peux manger 10 plats si tu veux, et tu peux boire du vin, et tu manges du pain, et au contraire, il ne faut pas montrer de minagé à velout. Il faut pas montrer des signes d'Avelout, donc on ne va pas manger maintenant un plat de lentilles pour montrer que quoi, que voilà, c'est Tchabéav, etc. Non, que voilà, tu peux manger des œufs parce que c'est Shabbat, tu veux manger des œufs. Mais si voilà, je mange un œuf parce que c'est Tchabéav. Mais ça... Non, ça je vous dis. Si on a l'habitude, écoutez bien ce que je vous dis. Si une personne a l'habitude de manger en général des lentilles parce que c'est Siman Avelout, Shabbat, il ne va pas manger de lentilles. Maintenant, s'il mange de lentilles, peut-être parce qu'il est, peut-être que c'est moutard, mais encore une fois, si en général c'est un signe pour lui d'Avelout, on ne monte pas de minagé Avelout à l'extérieur. Ok? Donc tu fais ta Seuda Shlishit, tu manges, tu kiffes, simplement tu t'arrêtes, comme on l'a dit, 5 minutes avant la Shkia pour ne pas rentrer dans les problèmes. Est-ce que c'est clair? Bien fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avant Abdallah, oula, on n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre, mes amis? Vous savez que normalement, à partir de la Shkia, enfin, la veille de Tisha B'Av, commence les Chamisha Inouim. C'est quoi? C'est les 5 souffrances qu'on va s'infliger au corps. C'est quoi? Ne pas manger, ne pas boire, ne pas s'enduire d'huile ou de crème, etc. Ne pas porter de chaussures en cuir et les relations conjugales interdites. Ok? C'est clair. Il y a fait. Il y en a qui ont la Khumra, et j'ai vu chez certains poskim ashkenazim, également le Shabbat qui présente Tisha B'Av, de ne pas avoir de relations, etc. C'est des Khumrot, c'est pas une obligation. D'accord? C'est bon ou pas? Par contre, un truc qui est important, une femme par exemple qui va avoir son mikvé, qui tombe le soir de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas au mikvé. Elle va pas au mikvé, elle décale le mikvé au lendemain. On va pas au mikvé le soir de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, de se doucher. Vous savez, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle rechitza, c'est de se doucher ou de tremper tout son corps. Ni un homme ni une femme. D'accord? De toute façon, sur Tisha B'Av, les relations sont interdites, donc là, il n'y a pas de mitzvah à s'autoriser un casé d'avoir. Même si le soir d'un mikvé, c'est une mitzvah d'avoir une relation, un homme avec sa femme, pas le soir de Tisha B'Av. Donc une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Une seconde. Une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décaler cette vie-là, tout simplement, à la sortie de Tisha B'Av et Nigmar Asipour. Ok? Maintenant, on est Shabbat. Donc on a dit que avant la Shkia, j'ai arrêté de manger. Maintenant, imaginez une personne, elle a voulu arrêter une demi-heure de manger avant la Shkia. Ok, elle a dit voilà, je m'arrête maintenant, j'ai plus faim. D'un coup, il a un coup de stress. Il pense au jeûne, il a faim. Ou psychologiquement, d'un coup, il a soif parce qu'il sait qu'il ne va pas boire pendant 25 heures. Est-ce qu'il a le droit de venir manger ou boire maintenant? D'abord. Pourquoi tu es dur comme ça? Badaï que Mouta. Rabotaï, tant que la Shkia n'est pas arrivée, et qu'on a dit que là, il n'y a pas de Soudat à Mafseket. Il n'y a pas de Soudat à Mafseket, c'est Shabbat. Normalement, c'est Mafseket, elle te dit stop, tu t'arrêtes, etc. Il n'y a pas de Soudat à Mafseket, Rabotaï, c'est Shabbat. Tu peux venir et tu peux manger et tu peux boire, et comme on l'a dit, tu t'arrêteras. Quelques minutes avant la Shkia, ça va d'ailleurs, c'est à partir de là, on s'arrête. Maintenant, au niveau des chaussures en cuir, on ne peut plus porter pendant Tisha B'Av. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien. Alors, juste je termine et je vais vous écouter. Chaussures en cuir, ou bien, comme on a dit, les habits maintenant de Shabbat, qu'on doit changer parce que c'est plus Shabbat. Donc, je répète, c'est évidemment, ça concerne ceux qui ont des habits particuliers pour Shabbat. Si vous mettez un pantalon, vous mettez toute la semaine, ça change rien. Est-ce qu'il faut les changer également avant la Shkia ou pas? Réponse, puisque c'est Shabbat, on ne va pas se dépêcher d'enlever les chaussures en cuir et de changer les habits. On va attendre 20 minutes après la Shkia. On attend 20 minutes après la Shkia, et là on enlève les chaussures, et là on change ses habits. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Il ne faut pas manquer, comme on l'a dit, de minagé à Velout pendant Shabbat. Vous avez compris? Donc vous attendez un petit peu. Si on est à la synagogue. Donc une seconde, donc qu'est-ce qu'on fait? On va garder nos chaussures, on va nos habits, etc. Pour ceux qui vont être à la synagogue, si vous avez un héros, là vous avez le droit de prier, d'accord? Vous prendrez avec vous une paire de crocs ou une paire de baskets qui n'est pas en cuir, vous serez à la synagogue, vous enlèverez vos chaussures à la synagogue et vous les changez tout simplement. Alors oui, la question, madame. Oui. Une personne qui a le droit de prendre ses médicaments. Oui. Elle doit continuer à prendre ses Bevadaï. Une personne, bien sûr, une personne qui a un traitement. Une personne qui a un traitement, évidemment. Mais là, encore une fois, si ce sont des médicaments. comme de l'eau. Confort. Qui sont des médicaments, évidemment, qui c'est un traitement qui ne peut pas arrêter, évidemment. S'il peut les prendre sans eau, c'est mieux. Si c'est pas valable sans eau, alors il fera votre mamache le minimum possible. Bichourim, je sais que c'est compliqué, mais on ne peut pas non plus prendre comme ça un litre d'eau. C'est vraiment, c'est des petits chourim, faire doucement, gorger, toutes les 10 ou 15 minutes, c'est pas évident, ok? Donc évidemment, je parle uniquement au niveau de la prise des médicaments. Quelqu'un qui a un traitement, évidemment, il peut continuer à les prendre, ok? Maintenant, Rabotaï, bon, je suis désolé, on n'aura pas le temps de tout voir parce que ça fait déjà un petit moment, mais je vais essayer vraiment de me concentrer sur l'essentiel. On est maintenant
dans Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire non plus? Vous savez qu'on a l'habitude de ne pas s'asseoir sur des chaises, ouais, ou sur des fauteuils, etc. Soit on s'assoit par terre, soit on s'assoit sur un tabouret qui est un tout petit peu plus petit que 24 cm. Ok, un tout petit peu plus bas que 24 cm. Pourquoi? C'est pareil, c'est comme un vel. Un vel, vous avez vu, au nous, quelqu'un qui est endeuillé, vous l'avez vu assis sur un fauteuil ou il est très bas, assis par terre? La même chose. Khurban Bet Hamikdash, Rabotai, c'est Avelout. On est en deuil maintenant. Si Khadijamon est encore en deuil cette année, il faut le faire. Donc pareil, qu'est-ce que je fais avec cette histoire pendant Shabbat? La Shkia, elle arrive. Est-ce que tout de suite je dois... Truc? Non. Je peux également encore un petit peu traîner et après, je fais ce qu'il faut. Je vais faire attention. Évidemment, les personnes âgées, ils ont le doigt en morceaux. Ils ont 70, 80 ans, ou même quelqu'un qui est plus jeune, je ne sais pas, mais il a des vrais problèmes de dos. Des vrais problèmes de dos. En Bretagne, il n'a pas d'obligation de s'asseoir par terre, de se casser le dos en quatre. Il a le droit de s'asseoir. Vous voyez très souvent à la synagogue des gens, tu les vois, ils sont assis sur des chaises. D'accord? Ok, maintenant, il ne doit pas se moquer de tout le monde. Ça va? C'est pas trop dur pour vous par terre? Allez, bête. Toi, tu as été, tais-toi, mets-toi de côté. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok? Mais sinon, on peut le faire. Rabotage, juste quelques petites comment on appelle ça, précisions. Maintenant, vous êtes arrivé à la synagogue, donc déjà on a arrêté de manger, on a arrêté de boire. Vous avez une question? Ah non, pas de problème. On a arrêté de manger, on a arrêté de boire, on a enlevé les chaussures, etc. On ne peut pas s'enduire d'huile, tout ça. Havdalah, qu'est-ce qu'on fait? C'est samedi soir. On reste des juifs quand même. Shabbat est sorti, alors on fait quoi? Ah, on fait l'Havdalah! Ouh là là! Et qu'est-ce qu'on fait? On jeûne, comment on fait? Alors écoutez. Je rappelle qu'à l'Havdalah, en général, il y a 3 choses principales à faire. C'est quoi? C'est boire le vin, sentir les bessamim et Morim Oreaesh. La bougie. Ouais, la bougie, la fameuse bougie. Alors, là, je ne vais pas rentrer maintenant dans toute la halakha de la synagogue. Ça, c'est les gabaïm qui doivent connaître. Vous avez l'obligation de savoir. Il faut ouvrir le Echal, montrer que, comme si que le Echal il a été souillé, on l'a ouvert, on est rentré sans autorisation, etc. On va baisser les lumières, on va amener la fameuse bougie, etc. Moi, j'ai un souvenir petit, je me rappelle, on était à la synagogue, on entendait toujours la même phrase, Maurice, la bougie. Ouais. C'était le responsable de la synagogue, Maurice avec la bougie. Il a dit, ah, voilà, on est là, la bougie, on est là, on est tranquille. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec la Havdalah? Alors écoutez bien. Évidemment qu'on ne pourra pas faire la Havdalah sur le jus de raisin parce qu'on ne peut pas boire. Les bessamim, on ne va pas les sentir non plus. C'est une ana, c'est un plaisir, les bessamim. Et or, à Tisha B'Av, il n'y a aucun kiff. S'il y a un truc qu'on ne peut pas faire le jour de Tisha B'Av, c'est kiffer. D'ailleurs, au passage, mes amis, les fumeurs. Quelqu'un qui peut éviter de fumer le jour de Tisha B'Av, Vadaïk, c'est beaucoup mieux. Une personne vraiment qui est accro et qui ne peut pas, le mec, il a 2 paquets par jour, il est en train, il va tuer quelqu'un, ok? Tu peux, aval betsin A, en cachette, chez toi. Pas, tu es en train de conduire, tu es en train de maintenant de faire le beau au kikar, là où tu vas faire des courses, etc. On te voit, non. Betsin A, c'est très important ce que je vous dis. Tu fumes, tu veux fumer parce que l'autorisation, parce que tu ne peux pas te tenir sans cigarette, tiens, drogué, el malassot, ça fait 20 ans que tu fumes, ton corps il pense cigarette, il rêve cigarette, Shabbat tu es comme ça, sauf que là maintenant tu n'as ni nourriture ni alcool pour faire passer tout ça, les gens ils compensent Shabbat avec d'autres choses. Tu veux fumer, tu dois faire des courses ou tu dois sortir, bon, on va expliquer pourquoi on peut sortir ou pas, tu fumes à la maison, mamage comme un petit voleur, tu fumes, tu sors, rien du tout. Tu rentres, si tu as besoin, tu fumes une cigarette. Mais pas comme ça en pleine rue, devant tout le monde. B, sin, A. D'accord? Et je précise également, une personne qui, par exemple, qui a le droit de manger, ou qui a l'obligation de manger, il peut aller au resto manger dehors. Enfin, je me dis qu'il n'y a aucun restaurant qui va être ouvert le jour de Tisha B'Av, mais je prends mon sandwich et aller manger au Kikar. Voilà que non. À Kol Betina, tout c'est en cachette. Tout ce qui sort un petit peu de la ligne principale, c'est en cachette, c'est à la maison. D'accord? Des gens qui prisent. Des gens qui prisent. C'est-à-dire Le tabac. Mais pareil, est-ce que c'est une nana? C'est une nana. Donc si c'est quelque chose qui peut se passer, évidemment qu'il ne pourra pas le faire. D'accord? Donc maintenant, on a dit, boire le vin, on ne peut pas. Sentir les bessamim, on ne peut pas non plus. La seule chose qu'on fera samedi soir, mesdames à la maison et messieurs à la synagogue, boré meoré aesh. Donc évidemment, vous dites, Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol. Vous allumez votre bougie, boré meoré aesh. C'est tout pour samedi soir. Par contre, très important, une personne qui n'a pas l'obligation de jeûner, qui est dispensée de jeûner ou qui doit manger. L'homme jeûne, par exemple, une femme qui vient d'accoucher dans les 30 jours. Ok, elle est dispensée de jeûne. D'accord? Une femme qui allait, normalement, qui est enceinte, elle a l'obligation de jeûner. Par contre, si Chas Shalom, le médecin vous dit attention madame, vous êtes sur, on se rappelle, des Shmirat Herayon,
complications au niveau de la grossesse, ou bien on a peur que, je sais pas, si vraiment il y a un médecin qui dit qu'une femme qui allait ou qui est en train d'être enceinte, si elle jeûne, il va avoir un problème, qu'elle n'a pas l'obligation de jeûner non plus. Mais encore une fois, à chaque chose, on va demander à son rab. On ne fait pas n'importe quoi. Non, mais j'ai entendu que, je répète, normalement, une femme qui allait ou qui est enceinte, elle a l'obligation de jeûner Tisha B'Av. Surtout que ce n'est pas un jeûne Tisha B'Av qui est repoussé, c'est sa vraie date. Si le médecin il dit, écoutez madame, pour vous ça peut être dangereux, chas v'shalom, évidemment, qu'elle est dispensée. Il faut faire attention. Donc dans ce genre de cas-là, où une personne chas v'shalom qui est malade, il est dispensé également de jeûner. C'est quoi malade? C'est pas juste j'ai attrapé un petit rhume avec la clé. Le cas il est malade, d'accord? Il est KO au lit. Cholim, pas tout minatson, d'accord? Lui qu'est-ce qu'il va faire? Il peut manger pendant Tisha B'Av. Donc il a l'obligation de faire également Havdalah. Qu'est-ce qu'il fait? Il fera la Havdalah, mes amis, écoutez bien. Boré Moré Haesh et également son Boré Peri Geffen, et il boit le jus de raisin. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par contre? Bessamim. Ça, c'est toujours, ça reste une anara, lui, il n'a pas à faire Bessamim. Par contre, écoutez le chidouche. S'il y a quelqu'un qui est chez vous à la maison, un membre de votre famille, qui a le droit de faire Havdalah, donc à la sortie de Shabbat, même si c'est Tisha B'Av, il peut vous rendre quitte à vous. Vous avez compris? Si lui, il va faire évidemment tout, hein, si c'est une femme ou un homme, c'est lui qui va faire évidemment, on va appeler ça le kidouche, je pourrais faire avec des femmes, évidemment c'est lui qui boit. Combien on doit boire? Mais le lougmav, il faut remplir une joue, mesdames, c'est très important. Je sais que des fois vous avez du mal avec le vin ou quoi, prenez du jus de raisin, mais il faut boire le shiur, c'est quoi? C'est une joue entière remplie. Vous avez fait ça, les membres de votre famille, ils ont entendu, Yatsu et Dechova, ils ont accompli la mitzvah d'Avdallah, ils n'auront pas besoin de refaire le lendemain soir. Eh oui, donc maintenant j'y arrive. Le lendemain soir, comment ça se passe? On n'a pas fait Havdalah, on a fait Koboré Moréèche. Donc toutes les personnes qui auront fait le jeûne normalement, on fait Arvit, on fait Havdalah, et là qu'est-ce qu'on va faire? Uniquement 2 brachot. Sabri Maranan, Baruchat Hashem Okener Cholam, Boré Peri, à Geffen. Moréèche, on l'a déjà fait. Bessamim, on fait? Non. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on fait Bessamim le soir à Motzei Shabbat, c'est parce que la Neshama Yetera, elle s'en va, et comme le corps, il a du mal avec ça, alors on essaie de donner une compensation d'une bonne odeur. Motzei Shabbat est passé, on ne fait plus Bessamim, ça ne sert à rien. Vous avez compris? On ne fait pas Bessamim dans l'Havdalah. Après, tu veux faire Bessamim en dehors de l'Havdalah parce que tu veux sentir quelque chose, tu fais ce que tu veux. Dans le cadre d'Havdalah, il n'y a pas Bessamim le lendemain. Donc on fera quoi? Boré Peri Geffen, Boré Moré Haesh, et Baruchat Hashem. Pardon. Boré Peri Geffen, et Baruchat Hashem Amavdi Ben Kodesh Lechon. C'est uniquement les 2 brachot qu'on va garder. D'accord? Ça, c'est important. Je précise, c'est important. On ne le fera pas les psukim qu'on a l'habitude de faire dans l'Havdalah. Rishon Etzion, Ine, Ina, Mirushim, Evaseret, Kos, Yeshuot, et ça. Parce que ça, ce sont mes amis des psukim de joie, de Nechama, etc. Rabotai, on sort de Tisha B'Av, on n'est pas bien là. Surtout que vous allez voir qu'il y a des halachot, on va essayer de terminer rapidement, qui concerne également le lendemain de Tisha B'Av, c'est pas encore la fête. Hein. Ouais. C'est pas encore la fête. Donc on évite. On fit donc comme ça, on a dit Boré Peri Geffen, Amadim et Kodesh Lechol. C'est terminé. Juste je termine avant de vous écouter. Qu'est-ce que nous on doit faire les hommes à la sortie de Tisha B'Av? Birkat Alevana. Alors, Birkat Alevana, c'est mieux de ne pas le faire à jeun. Donc il faudrait essayer, mes amis, peut-être, si dans vos synagogues il y a des responsables, de leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévoir des petits gâteaux ou là une citronnade pour les Tunisiens à la sortie des jeunes, ou bien même, vous savez quoi, amenez 2-3 trucs avec vous, un petit croquet machin, mais attention, important, on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas fait Havdalah. Donc dans la synagogue, c'est-à-dire, il est suivant. Arvit, Havdalah, Mamash une bracha ou deux pour ne pas être à jeun, et Birkat Alevana. S'il n'y a pas eu d'Havdalah, vous ne pouvez pas manger. Est-ce que vous pouvez quand même faire Birkat Alevana? Oui, même si vous n'avez pas mangé. D'accord? Mais c'est mieux de ne pas le faire à jeun. Par contre, les dames qui sont maintenant à la maison, ok? Une seconde. Une femme qui est à la maison maintenant, et elle attend son mari pour qu'il lui fasse Havdalah. Et son mari maintenant il traîne à la Sina, il doit faire Birkat Alevana, il va rigoler avec les copains, comment c'était Tisha B'Av, il va aider à ranger les chaises, etc. Vous faites Havdalah toute seule, vous attendez personne. Vous prenez votre jus de raisin, Boré Peri Geffen, Mavdim Kodesh Lechol, merci, au revoir. Si vous ne savez pas faire Havdalah, il y a des dames, je ne sais pas, moi c'est mon mari qui fait. Vous pouvez boire de l'eau. Vous pouvez casser le jeûne. Si vraiment vous ne vous sentez pas bien, vous avez également le droit de manger, même si vous n'avez pas fait la Havdalah. Vous avez compris, si on parle de 10 minutes, un quart d'heure, patientez. Si vraiment vous êtes en train de tourner de deuil, évidemment vous êtes la fissa de Kohot, vous pouvez boire et manger, même si vous n'avez pas encore écouté la Havdalah. Mais Mikret Sorer. Oui, monsieur. Vous aviez une question? Ah, bah voilà, vous voyez, ça vaut le coup d'écouter. On y est arrivé. Ok? Et on va terminer, donc, mes amis, avec ça. Manger de la viande.
À partir de quand est-ce qu'on a le droit de recommencer à manger de la viande? Le 11 sur le Lundi soir. Le lendemain soir. Lundi soir. Alors, écoutez. Le 11. Il faut savoir qu'il y a deux écoles, évidemment, encore une fois, Ashkenaz et Séfarad, et Minagim, encore une fois, et il faut séparer, encore une fois, la consommation de viande et le reste. C'est quoi le reste? On avait dit qu'à partir du moment où on est rentré dans le Tisha B'Av, même si on n'a pas eu le Shavua Shechalbo, on ne pouvait plus laver, on ne pouvait plus porter des vêtements propres, on ne pouvait plus se raser, on ne pouvait plus se couper les cheveux, etc., etc. À partir du moment où on sort Tisha B'Av, oui, on a le droit, écoutez bien ce que je vous dis, de se couper les cheveux à la sortie de Tisha B'Av. On a le droit de se raser la barbe, on a le droit de laver du linge, on a le droit de repasser, on a le droit de faire ce qu'on veut. D'accord? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par contre? De manger de la viande. À part, je répète, une personne qui a un minag très clair de manger de la viande, je ne sais pas d'où il va sortir un minag, mais il a son minag. Moi, encore une fois, je ne connais pas tous les minagim du monde. Je dis, chez nous, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Syrie, en Égypte, tout ce que vous voulez, on a toujours mangé de la viande Motsei Tisha B'Av. Son minag, il est clair, il repose sur une vraie halakha, chez Yamshir Bedarko, qui continue selon son minag. Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, je vous dis très, très clairement la halakha. Nous, les Sfaradim, on ne peut pas manger de viande jusqu'au lendemain soir de Tisha B'Av. Jusqu'au lendemain soir. Pourquoi? Parce que le temps va brûler encore. Bravo. Le temple, il a été réellement en fait allumé le 9 au soir, c'est-à-dire veille du 10. Il dit Rabbi Yochanan, si moi j'avais été à l'époque où ils ont décrété Tisha B'Av, mais jamais j'aurais décrété le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, mais au contraire le 10 Av. Parce que c'est le jour où le Beth Amikdash il a vraiment brûlé essentiellement. Mais là, pourquoi est-ce que finalement on a décrété Tisha B'Av, le 9 Av, le jeûne? C'est parce que vu que le feu a été allumé le 9 Av, même si c'était presque en fin de journée, ce qu'on appelle Trila des Puranuta. C'est le début de la punition et c'est le plus grave. C'est là où ça a pris feu, c'est là où ça a commencé, c'est là où vraiment on a assisté à cette horreur. Donc on a décrété Tisha B'Av. Mais ça veut dire que encore le lendemain, c'est pas encore la fête complètement. Donc nous les Sfaradim, il faudra attendre le lendemain soir si on veut manger de la viande. Donc pas à midi, pas de truc, etc. Ok? Si vous êtes mitzvah, vous tard. Avant la Shkia ou avant? De quoi? Après la journée de la nuit. Ce sera lundi. Ah. Après la Shkia de lundi ou avant? À la sortie des étoiles. La nuit. Quand on est complètement sorti. Non. Ok? Les Ashkenazim, eux, par contre, ils ont l'autorisation de manger à partir de Chatzot Hayom. À partir de. Donc, Chatzot, vous voyez, les Chabad, c'est des Khourots, c'est aussi des Koulottes. Eux, à partir de Chatzot Hayom, donc la moitié de la journée de dimanche, ils ont le droit de manger de la viande. Par contre. Lundi. Par contre, ils ont également d'autres choses. C'est quoi? C'est que nous, on peut laver. Donc, on a dit le linge, etc., tout de suite à la sortie de Tisha B'Av. Par contre, eux, ils doivent attendre le lendemain également à Chatzot. Ok, donc comme je dis, il y a des khumrot, il y a des coulottes, les cannes et les cannes. Ok, comme je vous ai dit, donc ceux qui sont dispensés de jeûner, donc on a dit une yoledet, une femme qui vient d'accoucher dans les 30 jours, quelqu'un peut-être, comme on l'a dit, avec un avis médical qui n'est pas tour de jeûner, sinon évidemment, il faut faire attention. Rabotai, si Chas Veshalom, on va terminer avec ça, Tisha B'Av a lieu cette année. Ça fera combien d'années qu'on va être endeuillé de la perte du temple? Alors, je vais vous donner un truc simple. Ma Chavota me l'a appris aujourd'hui. Il m'a dit, il y a une manière très simple de toujours pouvoir trouver la bonne date. Vous prenez le mot Chaim, en hébreu qui veut dire la vie. C'est combien la gématria, la valeur numérique du mot Chaim? 68. Ok, on fait rapide, on n'est pas en devinette. 68. Tu prends Chaim, Chet Yud Yud Mem, pas Chaim, 68. Tu prends le chiffre 68. Que tu vas diviser à l'année vulgaire, donc tu vas soustraire, tu vas enlever ça de l'année vulgaire, donc là on est quoi? On est en 2025, 2025 moins 68, ça fait combien? 1957. Chaque année, peu importe où vous êtes, bon, l'année prochaine, même cette année, il n'y aura pas Tisha B'Av. Mais par exemple, les années précédentes, parce que je ne veux pas parler du futur, mais les années précédentes, à chaque fois on ne sait pas, on est quoi? Tu aurais fait 1954, ouais, ou 1968 par exemple, moins 68 ans, tu aurais dit Ayom, ça fait 1900 ans qu'on a perdu le temps. Ok, donc c'est un pense-bête simple. Tu prends l'année française, 2025, ou n'importe quelle année qu'on a vécue jusqu'à maintenant, moins Chaim qui veut dire la vie, 68 ans en moins, tu arriveras toujours sur la véritable date à laquelle on a porté le Beth Amikdash. Donc mes amis, je répète, ces halachot pour l'instant, elles sont mis en suspens. J'ai juste donné au cas où on n'a pas le mérite.
Si on a le mérite Bezrat Hashem, il n'y aura pas de Tiabéa, Ramen, Kenny Ratson. S'il y a, vous avez des halachot, s'il y a des questions, Baruch Haba, il y a le shiur, et Bezrat Hashem, je souhaite qu'on soit tous, car il y a un fort et de quoi la Taniot Aile, les Sasson et les Simcha. Amen, ve Amen, Chazak Baruch. אם לא נשכח תמיד להיות